Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle séance du séminaire Innover en management du Cercle de l'innovation et de l'équipe MLab de Dauphine Recherche en management. On a décidé cette année d'avoir un programme un peu plus encore ou différemment critique sur le management. Et du coup, après le nouveau monde qui n'existe pas encore, dont on a entendu parler en décembre avec Thomas Loilier, on continue dans la foulée avec Jérôme Barthélémy, qui est professeur à l'ESSEC, et sur finalement ce qu'on sait sur le management, est-ce que c'est vraiment juste? Est-ce que par hasard, on n'aurait pas tout faux? Voilà, donc on va te laisser la parole, Jérôme. Je crois que tu as une présentation à partager. Je te laisse le soin de te présenter plus en détail si tu le souhaites, bien évidemment. Et puis, on reste avec toi, évidemment, pendant la présentation, même si pour toi, l'ergonomie fait que tu ne verras pas toutes les personnes qui sont connectées. Et puis ensuite, on aura une discussion jusqu'à maximum 10h30. Voilà, merci. Et puis, au plaisir de t'écouter, du coup. Écoutez, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jérôme Barthélémy, je suis professeur de stratégie et management et directeur général adjoint à l'ESSEC Business School. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, l'objet de la présentation que je vais faire ce matin, c'est de parler d'un ouvrage que j'ai publié il y a quelques temps qui s'appelle « Tout ce que vous savez sur le management est faux ». Tout ce que vous savez sur le management est faux. Donc, c'est vous donner un petit peu une sorte d'overview, de survol de l'ouvrage. J'ai extrait quelques exemples que je vais vous présenter. Alors, je vais essayer de faire une présentation qui soit un petit peu interactive, donc je vous solliciterai de temps en temps pour que ça soit moins rébarbatif sous le format qu'on a digital. Alors, tout ça part finalement, tout cet ouvrage, d'un paradoxe que j'avais observé en consultant un certain nombre d'études qui s'appellent le World Management Survey. Qu'est-ce que c'est? C'est des études qui sont réalisées par Nicholas Bloom, un professeur de la Stanford University, et certains de ses collègues. Donc, ils étudient depuis plusieurs années les techniques qui sont utilisées par les entreprises, les techniques de management. Donc, ils ont mesuré les 18 techniques les plus souvent utilisées autour de finalement la mise en place d'objectifs, les incitations, les mécanismes de suivi de la performance. Donc, ils mesurent tout ça et ils regardent s'il y a un impact sur la performance. Alors, ce qu'ils observent, effectivement, il y a un impact sur la performance. Plus on utilise ces techniques de management assez classiques, plus on est performant. Bon, ça, c'était intéressant, mais sans plus. Moi, ce qui m'a plus intéressé, c'était de voir ce paradoxe dans cette étude, c'est qu'il y a un nombre assez élevé de dirigeants qui sont persuadés que leur entreprise est bien gérée. C'est de l'ordre de 80%. En revanche, quand on regarde le pourcentage d'entreprises qui obtiennent une bonne note, on va dire, sur l'utilisation des techniques de management les plus efficaces, c'est noté de 4 à 5, on observe qu'il y a finalement que 5% des entreprises qui sont bien gérées. Donc, il y a une sorte de premier paradoxe qui est finalement que les dirigeants pensent que leur entreprise est bien gérée, elle ne l'est pas forcément. Et ce qui me semblait encore plus intéressant, c'est l'absence absolument totale de lien, de corrélation entre finalement la qualité réelle du management et la perception des dirigeants. Ce qui fait qu'on a deux cas de figure assez intéressants qu'on peut observer. Premier cas de figure, il y a beaucoup d'entreprises qui sont mal gérées, mais leurs dirigeants ne savent même pas du tout conscients de ça. Et le deuxième point qui peut être intéressant également, c'est qu'il y a des entreprises qui sont bien gérées, mais leurs dirigeants ne le savent même pas. Donc une corrélation absolument nulle entre la manière dont les entreprises sont gérées et les perceptions. Alors, comment est-ce qu'on peut répondre à tout ça? Comment est-ce qu'on peut essayer de résoudre un petit peu ce paradoxe? Moi, j'ai une conviction assez forte depuis plusieurs années, c'est que si le monde de l'entreprise regorge d'idées reçues diverses et variées, elles peuvent être remises en cause assez facilement, finalement, par la recherche en management. Donc, le combat que j'essaie de mener, enfin, en tout cas, à mon échelle, hein, c'est un combat énorme, c'est de faire en sorte d'extraire ce qu'on fait de mieux en termes de recherche en management et d'essayer de l'utiliser pour remettre en cause un maximum d'idées reçues possibles. Alors, cette recherche, elle existe, mais ça, c'est bien connu également. Elle est souvent difficile d'accès. Les revues ne sont pas adaptées aux managers, aux dirigeants. Donc, ce que j'essaie de faire depuis plusieurs années, c'est d'essayer d'extraire un petit peu la substantifique moelle de recherches qui sont menées dans notre domaine, souvent intéressantes, inconnues dans le monde de l'entreprise. J'essaie donc de mettre tout ça un petit peu à la portée des dirigeants, des managers. Alors, ça prend quelle forme? Généralement, ce que je fais, je communique sur ces recherches par l'intermédiaire de Xerfi Canal,
qui est une chaîne Internet, on va dire, qui est gérée par Xerfi, un organisme d'études, avec un certain nombre d'intervenants qui présentent des analyses diverses et variées. La technique que j'utilise généralement, c'est vraiment cette technique de vulgarisation ou de valorisation, comme on dit maintenant, de recherche académique pour les faire connaître au plus grand nombre. Alors ça, je l'ai fait pendant plusieurs mois. Et au bout d'un certain temps, finalement, je me suis dit, il y a peut-être moyen d'en faire un livre. Donc après avoir analysé toutes les chroniques que j'avais faites pour Xerfi sur des mois, sur des années même, hein, sur 3 ans, voire 4 ans, je me suis dit, il y a peut-être un fil rouge, c'est que l'ensemble de ces chroniques, elles ont toutes le même objectif, c'est d'essayer de remettre en cause des idées reçues du monde de l'entreprise. Et j'ai essayé de faire dans ce livre une sorte de best-of, on va dire, de ce que j'avais présenté, en l'articulant de manière assez structurée. Alors, un extrait de la préface de Laurent Fébis, le président fondateur de Xerfi, ce qu'il dit, c'est que le livre met ses pas dans ceux de Henry Mintzberg, le célèbre professeur et chercheur de l'université canadienne McGill, ce non-conformiste qui lançait en 2004 un pavé dans la mare contre la vulgate du management en publiant son célèbre livre Managers, Not MBAs. Mintzberg il démontrait malicieusement comment l'obsession de faire du management une science exacte à coup de best practices et de quantification pouvait être contre-productive. Donc c'est un petit peu la philosophie de cet ouvrage. Alors je ne prétends pas me comparer à Henry Mintzberg, hein, mais l'idée c'est simplement d'essayer d'aller un peu à contre-courant de ce qu'on entend beaucoup dans l'entreprise, de ce qui est colporté par un certain nombre de consultants, d'essayer de voir vraiment ce que la recherche en management peut apporter aux entreprises. Alors ça prend la forme d'un ouvrage avec 8 grandes thématiques. Alors je vais vous les citer brièvement. Hein. La première, c'est autour de la stratégie à l'ère du digital. Ça, c'est un sujet qui intéresse beaucoup le monde de l'entreprise actuellement. Donc pour chacun des chapitres, pour la quasi-totalité d'entre eux, je vais prendre 1 ou 2 extraits du livre pour montrer un peu la manière dont ça fonctionne. Le deuxième, c'est autour de ce qui obsède les entreprises. Alors ça, vous en doutez sans doute, c'est des choses comme la réduction des coûts, il faut être dans l'action permanente, il faut être dans le changement, il faut être dans l'action. Troisième point, c'est autour des bonnes et mauvaises décisions en entreprise. Quatrième chapitre, c'est ce que j'ai appelé à la pointe du management. Alors ça, c'était une sorte de clin d'œil à un ouvrage qu'on avait publié, un ouvrage collectif qui s'appelait À la pointe du management, qui était paru il y a quelques années, que j'avais coordonné avec mon collègue Nicolas Motis. À la pointe du management. Le point 5 autour des dirigeants et des carrières. Le chapitre 6 sur les qualités du bon manager. Le 7e chapitre sur le secret des meilleurs entrepreneurs. Et le 8e, j'appelle ça ceux qui gravitent autour des entreprises, consultants, auditeurs et autres. Donc ça, c'est la structure globale de l'ouvrage. Je n'ai pas développé tout l'ouvrage, mais je vais prendre quelques points, quelques extraits, une dizaine de mythes, on va dire, sur ces différents chapitres que je vais développer progressivement. Donc le premier point que je vais vous proposer, c'est autour de ce thème, la stratégie à l'ère du numérique, la stratégie à l'ère du digital. Là, l'idée reçue que je vous propose de démonter, c'est la suivante. Les nouvelles technologies permettent d'améliorer la performance. Alors ça, non, c'est un peu plus compliqué. Alors le fonctionnement de l'ouvrage, c'est toujours le même. Je ne prétends pas réinventer la poudre dans cet ouvrage. Simplement, je prends des recherches. Typiquement, ça va être un article qui a été publié dans la revue MIS Quarterly il y a quelques années. Donc ça ressemble un peu à tout ça. Pour les chercheurs, c'est relativement classique, hein, des tableaux de régression et tout. Pour le monde de l'entreprise, c'est relativement aride. Donc, je m'appuie un peu sur ça et j'essaie d'en tirer des enseignements pour les entreprises. Alors, la question qui est posée effectivement ici, c'est quel est l'impact des investissements dans les nouvelles technologies sur la performance des entreprises? Alors, je ne sais pas si je peux ouvrir la discussion. Bon, je vais essayer de l'ouvrir. Hein. Est-ce que cet impact, il est positif? Est-ce qu'il est négatif? Est-ce qu'il est neutre? Si les gens veulent s'exprimer dans la salle, n'hésitez pas. Positif, négatif, neutre. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est une question qui intéresse beaucoup d'entreprises. Hein. Est-ce que si on investit dans le digital, est-ce que notre performance va s'améliorer? Ça, c'est une question importante. Les gens dans la salle qui ont des idées sur le sujet? Oui, Dominique Lafont, il voudrait intervenir. Je vous en prie. Vas-y, Dominique. Ah, alors, on n'entend pas Dominique. En attendant que Dominique se connecte,
Il se trouve que je suis en train de rédiger un chapitre sur Jacques Ellul pour un ouvrage collectif. Et Ellul dit, bah, c'est pas positif, négatif ou neutre, c'est ambivalent. Ça, Voilà. c'est une bonne remarque, c'est intéressant, hein. Effectivement, c'est ambivalent, ça va dépendre d'un certain nombre de choses, on va voir. Alors, premier critère, je vais vous montrer ce que montrait cette recherche en tout cas. Premier critère, ça va dépendre déjà de la temporalité, hein. Donc, ce qu'observe la recherche, une centaine d'entreprises suivies sur une dizaine d'années, l'effet va être négatif à court terme. C'est écrit noir sur blanc en fait, c'est un investissement. L'effet commence à être en règle générale positif au bout de 3 ans, le temps que l'entreprise se familiarise avec les nouvelles technologies, qu'elle investisse dans les process. Donc le mythe qu'on observe à ce niveau-là, investir dans la technologie, en règle générale, alors c'est ambivalent effectivement, mais c'est plutôt bien, c'est pas immédiat. Alors ça, c'était intéressant, je trouve, dans cette étude. Ce qui me semblait le plus intéressant, c'était quel est l'impact des investissements dans les nouvelles technologies sur la réputation de l'entreprise. Est-ce que c'est positif, négatif? Alors là, c'est très clair, immédiatement un effet positif. Ça, c'est mesuré par, vous savez, des indicateurs de réputation, le Fortune Most Admired Company, des choses comme ça. C'est très positif, immédiatement. Donc, quand on y est associé en tant qu'entreprise au digital, tout de suite, votre réputation augmente dans l'opinion publique. Et ce qui me semble peut-être le plus intéressant dans cette étude, est-ce que ça a un impact sur la rémunération du dirigeant? Là, vous en doutez, l'effet est radical, il est immédiat, effet positif. De mémoire dans l'étude, pour chaque million de dollars investis dans le digital, ça augmentait la rémunération du PDG de 45 000 $. Très intéressant pour les dirigeants. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir leur comité des rémunérations, ils vont demander, ils vont dire, nous on investit dans le digital, et que va dire le comité des rémunérations? Ça c'est un dirigeant visionnaire, il fait ce qu'il faut. Donc ça, c'est assez intéressant, je trouve, comme résultat. Alors, ce que j'essaie de faire aussi de temps en temps, c'est de le soumettre à des journaux. Là, je l'avais envoyé au quotidien Le Monde, alors qu'il avait publié ça, juste pour montrer un peu le fonctionnement que je trouvais assez intéressant de la presse. Donc moi, j'avais mis comme titre à ma proposition d'article, « Les nouvelles technologies permettent-elles d'améliorer la performance ?» Donc le contenu est resté le même dans Le Monde, mais le titre a été changé par le responsable de la chronique du Monde. Il avait placé « Innover, votre PDG sera mieux payé ». Alors je ne sais pas si ça reflète vraiment le contenu de l'article, mais en tout cas, ça a sans doute été plus accrocheur. Bon, premier mythe à ce niveau-là, la technologie, il y a cette idée comme bien ancrée dans le monde de l'entreprise, on fait du digital, on s'améliore. Ce qu'on sait dans le monde de la recherche depuis longtemps, c'est beaucoup plus compliqué, il y a de la temporalité, il y a de l'ambivalence, c'est beaucoup plus complexe. Deuxième mythe que je vous propose au sujet du digital, une étude assez surprenante, alors qui avait à l'époque permis à l'auteur de cette étude d'obtenir un doctorat dans une grosse université américaine. Il s'était posé la question suivante, qui intéresse beaucoup le monde de l'entreprise. Est-ce que le digital, c'est une opportunité ou une menace? Il avait analysé ça à l'époque sur la presse américaine, les quotidiens américains, face à l'essor de l'Internet, d'Internet. Et donc la question, le digital, opportunité ou menace? Alors, vraie question, alors il a analysé ça, il avait étudié les entreprises. Ce qu'il a observé, c'est qu'une partie des entreprises avait interprété le digital, appréhendé le digital comme une menace. Quel a été l'impact? Alors ça, parfois, dans le monde de l'entreprise, pour les connaisseurs, la plateforme en feu, là, the burning platform. Vous dites aux employés de l'entreprise, le digital, c'est une menace, il faut qu'on réagisse, sinon on va brûler vif. Est-ce que ça donne la performance, ça? Est-ce que c'est une bonne idée? Alors, c'est positif dans un certain sens, ça crée un sentiment d'urgence qui pousse à agir. Donc ça, c'est bien, quand on met la pression dans une entreprise, ça pousse à agir. En revanche, finalement, ça crispe les gens, ça les met un peu en tension de stress, il n'y a rien qui se passe. Alors la question que s'était posée à l'époque notre collègue chercheur, il s'est dit, appréhender le digital comme une menace, ça, c'est pas forcément la bonne méthode. Comment est-ce qu'il faudrait l'appréhender? Donc il s'est dit de manière assez intéressante, bon, peut-être qu'il faudrait appréhender le digital comme une opportunité. Donc il a mené une analyse, il a regardé un peu ce que disaient les entreprises. Ce qu'il observe assez rapidement, alors si on appréhende le digital comme une opportunité, ça permet de se poser, on réfléchit, on mène une analyse, donc c'est très bien. En revanche, ce qu'il observe également, c'est que ça ne crée pas ce sentiment d'urgence, et donc les entreprises qui restent dans cette réflexion un peu prospective en amont, ça ne donne rien. Alors là, la question qui s'est posée suite à ça, finalement, c'est qu'est-ce qu'il faut faire?
Et cette recherche avait vraiment marqué les esprits. Alors, le résultat est vraiment extrêmement simple. La première fois que je suis tombé sur cette étude, je me suis dit, mais c'est sérieux, c'est aussi simple que ça. Donc, si on appréhende, on va dire, le digital ou le changement de manière plus générale, comme une menace, ça ne marche pas, c'est du stress, les gens se crispent, on n'est pas très productif. Quand on l'appréhende comme une opportunité, c'est pas forcément mieux. On voit ça de très loin, on réfléchit, mais on n'arrive pas forcément à faire grand-chose. Donc, que faire? Quelle est la bonne approche? Alors en voyant ça, je me suis dit, c'est pas possible, c'est aussi simple. Et finalement, en rentrant dans le détail, en travaillant quand même assez fréquemment avec des entreprises, je me suis dit, c'est moins évident que ça en a l'air. Le résultat de toute son analyse, c'était quoi? Finalement, les entreprises qui arrivent à gérer le digital et le changement de manière plus générale, de manière positive, c'est les entreprises finalement qui réussissent à l'appréhender de manière un petit peu ambidextre, on va dire, à la fois comme une menace et une opportunité. En voyant ça, je me dis, c'est pas possible, c'est aussi simple. Mais en fait, c'est relativement efficace hein, comme technique en termes de changement. L'idée, c'est effectivement pour faire bouger une organisation, et ça, je le vois très bien là actuellement, il faut quand même mettre une certaine pression. Si les gens ne voient pas la menace, il n'y a rien qui va se faire. Mais en même temps, il faut voir ce que peuvent gagner les gens dans l'entreprise, les collaborateurs de l'entreprise. Et c'est là que les choses vont se faire un petit peu dans cette logique en même temps, que je ne commenterai pas plus longuement. Mais vous voyez, c'est cette logique un petit peu ambidextre, où à la fois on met la pression, mais on montre également les aspects positifs du changement. Alors ça paraît extrêmement simple pour un chercheur vraiment pur et dur, il va me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En revanche, je peux vous garantir que dans le monde de l'entreprise, c'est très parlant et c'est un outil finalement tiré d'une recherche qui est menée à l'époque pour les puristes, un certain Clark Gilbert, hein, il avait son doctorat à la HBS, c'était un DBA je crois, avec Clayton Christensen. C'était finalement l'enseignement de toute sa thèse, mais qui est quand même assez pertinent. Ça, c'est le premier élément que je voulais vous montrer autour du digital. Le deuxième, c'est autour de ce mythe qui est pour résoudre un problème complexe, rien ne vaut un expert. Alors ça non, c'est plus complexe. Une étude vraiment mémorable a été menée sur ce thème il y a quelques années par une collègue qui travaille à la NYU. À l'époque, elle avait fait sa thèse à Harvard également, à la HBS. Et dans le cadre de sa thèse, elle avait assisté à une présentation d'Executive Education qui était faite auprès de dirigeants de la NASA. À l'époque, mon collègue là, de la HBS avait parlé de Open Innovation aux dirigeants de la NASA. C'était il y a quand même assez longtemps, ça devait faire ça, une quinzaine d'années. Il leur a dit, en gros, vous avez des problèmes complexes que vous n'arrivez pas à résoudre, mettez-le sur Internet et les internautes vont les résoudre. Autant dire que le dirigeant de la NASA s'énerve. Mais aux États-Unis, il y a cette culture assez intéressante, je trouve, de dire finalement, bon, ça, j'y crois pas du tout. C'est pas l'internaute de base qui va résoudre nos problèmes, ça, j'y crois pas. En revanche, on va faire une expérimentation. On va voir ce que ça donne. Moi, j'y crois pas, mais on va essayer. Et donc, ils avaient fait cette expérimentation assez mémorable sur laquelle ma collègue, là, Hila, avait fait sa thèse de doctorat. Elle a travaillé 5 ans à la NASA et elle a notamment étudié cette opération qui a été menée où finalement la NASA avait posté sur le net leurs 14 problèmes les plus complexes à résoudre. Alors je vous en donne quelques-uns. Le 3, c'est prédire les éruptions solaires. Ça, ils avaient du mal. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 14, l'optimisation du kit médical. Donc l'idée, c'est de pouvoir prédire en amont les problèmes de santé que vont avoir les astronautes pour développer le kit médical qui soit le plus optimisé possible. Ou plein de trucs autour de la vie sur Mars, comment pouvoir avancer sur ce sujet. Donc ça, c'est des problèmes sur lesquels les experts de la NASA, souvent des gens qui avaient des doctorats et tout, qui séchaient, ils mettent ça en ligne sur des plateformes bien connues dans le milieu, hein, Innocentive, très connu, Topcoder, là, pour le 14, assez connu également dans tout ce qui est la programmation, Yet2Com, peut-être moins connu. Donc, ils mettent ça en ligne pendant plusieurs mois, 6 mois, et ils attendent, au bout de 6 mois, ils relèvent les compteurs. Qu'est-ce qui se passe? En interne, les experts n'ont pas beaucoup avancé. En revanche, ils constatent qu'il y a quand même pas mal de problèmes qui ont été soit entièrement résolus, soit partiellement résolus par les internautes. L'exemple peut-être le plus connu de tout ça, c'était l'histoire des éruptions solaires. Je vais vous la raconter brièvement. Les éruptions solaires, ça c'est très important, savoir prédire des éruptions solaires, parce que ça dérègle tous les équipements électriques des
de ce que vous envoyez dans l'espace, donc il faut pouvoir le prédire pour pouvoir s'adapter. Ça, et les gens qui travaillent à plein temps à la NASA s'appellent des héliophysiciens autour du Soleil. Ils étaient arrivés à développer un algorithme assez puissant. Il permet de prédire avec 2 heures d'avance les risques d'éruption solaire, risque d'erreur 50%. Alors pour les puristes de la stat, prédire 2 heures à l'avance a un risque d'erreur de 50%, ça veut dire que vous prédisez que dalle, rien du tout. Hein. Donc ils ne savent pas. Hein. Ils mettent ça en ligne sur Innocentive. Qu'est-ce qui en ressort? Finalement, un ingénieur à la retraite qui fait la meilleure proposition, il développe un algorithme, prédiction 8 heures à l'avance, risque d'erreur 15%. Succès extraordinaire, il empoche la prime maximum que verse Innocentive, 30 000 $. Un beau succès. Hein. Comment ça s'explique? Ça, c'est des choses qui sont très connues. Hein. On va voir ces histoires d'open innovation dans le milieu de la recherche. Moi, j'en parle aux entreprises aussi souvent que je peux. J'ai un mal fou à ce que les gens me disent oui, ça fait sens. Les gens ne veulent pas vous croire. Hein. Vous avez beau vous acharner à dire mais attendez, ça marche à tous les coups. Alors pourquoi ça marche? Alors j'essaie d'expliquer, je dis pourquoi ça marche? Ben, c'est bien connu. Quand vous faites appel à la foule, on va dire, vous avez des approches diversifiées. Qu'est-ce qui a fait que l'ingénieur à la retraite est parvenu à résoudre le problème de la NASA? De manière assez surprenante, il a utilisé un algorithme fondé sur des ondes radio, hyper efficace pour détecter les éruptions solaires. Quelque chose que les héliophysiciens de la NASA n'auraient jamais fait, parce qu'ils sont dans leur domaine, dans leur silo technologique. Donc des approches diversifiées. Surtout quelque chose qui est assez dur à faire passer comme argument en entreprise, c'est que les entreprises ont tendance à raisonner en moyenne. Donc on veut en moyenne avoir un bon résultat. En moyenne, les experts ont des solutions, des propositions plus pertinentes que celles des internautes. En revanche, quand on raisonne en matière d'innovation, il ne faut pas raisonner en termes de moyenne, mais en termes d'extrême. Donc, avec ce système d'open innovation, on a beaucoup de solutions qui sont proposées par les internautes qui sont vraiment nulles, hein, mais comme on a une variance énorme, on a des solutions totalement improbables qui sont extraordinaires. Et c'est ces solutions-là qu'il faut capter. Donc, tout ça, c'est bien connu dans la recherche sur l'open innovation. En entreprise, il y a encore beaucoup de marge à ce niveau-là. Troisième point, pour avoir un panorama complet, c'est ce qu'on appelle l'autosélection. Quand on met en place ce type de concours autour de l'open innovation, on a des gens qui sont très motivés et qui sont prêts à travailler sur des sujets qui leur tiennent à cœur, et donc ça donne de très bons résultats. Alors ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps dans le domaine de la recherche, qu'on connaît moins dans les entreprises. Alors pour les vrais puristes, ça date de quand, toutes ces recherches les plus anciennes sur l'open innovation? Alors j'ai essayé de faire une sorte d'étude un petit peu dans ce domaine. Ce que j'ai trouvé de plus ancien, c'est un article qui avait vraiment défrayé la chronique, un article qui a été publié en 1907 par Galton, Francis Galton, je crois, dans Nature. Pour les gens qui s'intéressent un peu à ce type de recherche dans Nature ou Science, un article de l'époque, vous voyez, ça tenait en une page, hein, ça a beaucoup changé, c'était relativement simple, mais cette étude était finalement assez... l'étude, c'était quoi? Ça portait sur une foire à bestiaux organisée en Angleterre au début du XXe siècle. Au centre de cette foire à bestiaux se trouvait un bœuf d'un poids de 1200 livres. Et le concours à l'époque, c'était de deviner quel était le poids du bœuf. Et ce qu'avait fait Galton, il avait récupéré toutes les estimations des participants à la foire aux bestiaux, il avait fait la moyenne et était tombé quasiment au poids du bœuf. Donc cette idée d'utiliser la foule, la sagesse des foules, on dirait, pour résoudre des problèmes, il y a des tas de possibilités que je ne vais pas pouvoir développer ici, ça serait trop long. C'est connu depuis très longtemps, mais il y a quand même encore des réticences en entreprise, on a du mal, on dit « Ah, mais il y a des questions de confidentialité, c'est compliqué ». C'est un peu la philosophie de ce que je vais essayer de vous montrer également aujourd'hui. Toutes ces recherches existent, mais elles ont du mal à vraiment se diffuser dans le monde de l'entreprise. C'est dommage parce que c'est extrêmement robuste et c'est extrêmement efficace. Alors ça, c'est ce que je voulais vous présenter autour de la première thématique sur le digital. La deuxième thématique que je vous propose d'aborder aujourd'hui, c'est le chapitre autour de ce qui obsède les entreprises. Alors les entreprises ont des obsessions absolument incroyables. Alors, une des obsessions, c'est autour des coûts. Et cette idée, il faut réduire les coûts sont trop élevés. Alors il y a différentes variantes. La première variante, c'est autour des salaires. Il y a ce mythe absolument terrible que si on veut réduire ses coûts et donc améliorer sa performance, il faut des salaires qui soient faibles. Alors ça, c'est le mythe
qui a eu le plus de succès dans tout ce que je vais vous proposer. Ça avait, à l'époque où j'avais présenté, ça avait fait un carton, ça a été repris dans tous les sens. Apparemment, ça semble toucher une sorte de sujet qui intéresse les entreprises. Alors, pour être le plus concret possible, j'ai essayé de prendre une étude plutôt US là également, qui a été menée il y a quelques années autour de 2 entreprises dans le secteur de la distribution. Alors, la première entreprise, c'était une entreprise qui s'appelle Sam's Club. C'est Walmart, en fait. C'est la division discount de Walmart. La deuxième, c'est une entreprise qui s'appelle Costco, qui commence à s'implanter là depuis quelques années en Europe. Donc, pour travailler sur ce mythe, je me suis rendu compte, ce qui marche assez bien en entreprise, il faut du quantitatif, hein, il faut des chiffres, des chiffres qui marquent, ça permet de faire plus facilement passer un message plutôt que de développer des idées de manière générale. Donc, pour les connaisseurs, Sam's Club, c'est une entreprise qui compte à peu près 110 000 employés. Costco, c'est plus petit, hein, c'est 70 000 employés à l'époque aux États-Unis. En revanche, en termes de salaire, il y a une différence terrible entre les 2 entreprises. Salaire US, là, Sam's Club vers des salaires moyens de 20 000 $ par an. Costco, 35 000 €, quasiment le double. À l'époque, ça a fait l'objet d'analyses d'analystes financiers qui a fait des remarques de type « Chez Costco, mieux vaut être employé que client ou actionnaire ». Ce n'est pas un compliment pour les dirigeants de l'entreprise. Ou un de mes favoris, la politique RH de Costco est trop généreuse. Les entreprises cotées doivent avant tout travailler dans l'intérêt des actionnaires. Costco est gérée comme une entreprise familiale. Ça, c'est une insulte terrible de la part d'analystes financiers. Ça, c'est relativement l'analyse classique qu'on a en entreprise, qui est assez superficielle. Alors, si on rentre un peu dans le détail, je vous montre les calculs. En termes de chiffre d'affaires, ces 2 entreprises, ça se vaut. Donc, ce qu'on peut déjà faire, c'est faire un calcul très simple, finalement, du coût de la manœuvre dans les 2 entreprises. Alors, je vais vous faire le calcul rapidement, il est très simple, hein. Chez Costco, en fait, chez Sam's Club, vous avez 110 000 employés, payés 21 000 $ sur 37 milliards de chiffre d'affaires. Ça fait un coût de la main-d'œuvre de l'ordre de plus de 6%. Si on fait le même calcul chez Costco, 65 000 employés fois 35 000 $ de salaire sur 43 milliards de dollars de chiffre d'affaires, vous avez un coût de la main-d'œuvre de l'ordre de 5% inférieur. Donc il y a une sorte de paradoxe qui est assez évident, tout le monde s'en doute, hein. Si vous sous-payez vos entreprises, qu'est-ce qui se passe? Vous allez baisser la motivation, l'engagement, vous allez attirer finalement un personnel peut-être moins qualifié, vous aurez plus de turnover, le coût est énorme, et in fine, on obtient ce résultat finalement assez évident que plus on a des salaires faibles, moins on va être performant. Donc c'est quelque chose, intuitivement les gens sentent, mais grâce à des recherches, on peut le prouver de manière beaucoup plus concrète et on peut beaucoup plus facilement faire passer le message. Donc tout ça, c'est un peu on va dire, la logique globale du bouquin. Les managers, les dirigeants sont relativement conscients d'un certain nombre de phénomènes. On le sent assez bien, hein, que si finalement on sous-paye, ça va créer de la démotivation, du turnover, d'un manque d'implication. Si on peut le montrer de manière chiffrée, c'est beaucoup plus parlant. Ça peut se généraliser sur un autre mythe que j'ai inclus dans l'ouvrage. Alors, de la manière suivante, quand on prend une citation là, qui est celle du dirigeant de Costco, il dit « Si on paye mieux nos employés que Walmart, c'est pas par altruisme, c'est parce que c'est meilleur pour le business. » Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'on a dans ces recherches qu'on peut assez facilement expliquer aux entreprises et qui font sens et qui peuvent porter, parce que souvent, finalement, tout le monde y gagne, aussi bien l'entreprise, le salarié, voire la société. Donc, si je généralise un peu tout ça, il y a un autre mythe, peut-être encore plus extrême. J'entends souvent quand je travaille avec des entreprises, ouais, chez nous, les coûts sont trop élevés. Alors, on ne parle même plus de salaire, on dit on a des coûts trop élevés, il faut à tout prix qu'on les réduise. Alors ça, vous en doutez, une fois de plus, c'est n'importe quoi, hein. Alors, les dirigeants vont se plaindre en permanence, les coûts sont trop élevés, il faut les réduire à tout prix. Moi, ce que j'ai observé à travers les recherches que j'ai utilisées pour développer cet ouvrage, plutôt probable que ce soit le contraire. À mon avis, contrairement à ce que pensent les dirigeants, dans la plupart des entreprises, les coûts sont trop faibles. Pourquoi? Les dirigeants, les entreprises n'investissent pas suffisamment, donc ça ne leur permet pas de proposer quelque chose de vraiment différencié pour s'abstraire d'une concurrence qui porte
uniquement sur les prix. Donc il y a une sorte de paradoxe absolument répandu dans les entreprises qui fait que, contrairement à ce qu'on pense, la question que devraient se poser les dirigeants, c'est pas est-ce que les coûts ne sont pas trop élevés dans mon entreprise, mais c'est plutôt est-ce que les coûts ne sont pas trop faibles. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'il y a souvent un manque d'investissement. On préfère, par exemple, je sais pas, redistribuer ses résultats plutôt que les investir. On pense que c'est un bon calcul, mais in fine, ça ne permet pas de se différencier. On se retrouve dans une concurrence sur les prix et une sorte de spirale totalement délétère qui s'installe. Donc ça, c'est une question que je pose toujours aux dirigeants. Ils sont un peu surpris la première fois, c'est est-ce que chez vous, les coûts ne sont pas trop faibles dans votre entreprise? Bon, il faut que je l'explicite un peu, mais finalement, le raisonnement est assez simple et finalement assez clair. Donc ça, c'est le premier mythe que je voulais vous soumettre autour de ce qui obsède les entreprises. Alors, ce qui obsède les entreprises, les coûts. Il faut réduire, réduire, réduire. Et donc, on a une sorte de spirale vers le bas. Deuxième mythe que je voulais vous présenter aujourd'hui, autour de l'action. Il faut être dans le mouvement, il faut être dans le changement et tout. Alors, ce que j'aime bien faire dans ce cas-là, c'est faire une sorte de duo entre une recherche qui n'est pas dans le monde de l'entreprise, pour désaxer un petit peu le sujet, et ensuite dans l'entreprise. Alors là, pour sortir du monde de l'entreprise, j'ai proposé une thématique tout à fait différente, un sujet tout à fait différent, le football, avec une des études peut-être les plus intéressantes, en tout cas à mon avis, que j'ai repéré là ces dernières années. C'est une étude très classique dans la psychologie de ces dernières années. Il faut se passer dans cette situation. Vous êtes gardien de but, vous faites face à un joueur qui s'apprête à tirer un penalty. L'issue du match en dépend. Une fois que le ballon a quitté le sol, il vous faut très peu de temps pour prendre une décision. Il faut 2 à 3 dixièmes de seconde pour que le ballon atteigne le but. Donc vous, il faut décider immédiatement. Et vous avez 3 options, vous en doutez, c'est pas complexe. Soit vous plongez à gauche, à droite, vous restez au milieu. Alors, je vais quand même ouvrir un peu la discussion parce que je parle depuis près d'une demi-heure là. Qu'est-ce que vous feriez là si vous étiez gardien de but? Alors, il y a peut-être des gardiens de but dans la salle, je suis pas sûr, ou d'anciens gardiens de but. Qu'est-ce que vous faites? Gauche, droite, au milieu? Il faut décider finalement avant que le tireur de pénalty se mette en action, parce que sinon on n'a pas le temps. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Je suis sûr qu'Albert a une idée là. Il y a des choses sur. Je crois qu'il y a un bouquin qui s'appelle L'angoisse du gardien de but au moment. Il y a des recherches, tu n'imagines pas, il y a des dizaines d'articles qui ont été écrits sur ce thème. C'est un sujet de recherche en soi. En fait, mon petit avis, c'est que, mais je ne suis pas spécialiste de foot, c'est que les gardiens déploient des stratégies pour faire croire à celui qui va tirer qu'ils vont partir d'un côté ou de l'autre. Donc, il doit y avoir une série de micro-mouvements ou de fausses intentions. Sauf qu'on a intérêt à prévoir son coup à l'avance parce qu'on a le temps que de l'appliquer mécaniquement. Mais c'est juste mon avis. Ouais, mais ça c'est intéressant, effectivement. Il y a des gardiens qui cherchent à influencer. La plupart d'entre eux, le réflexe qu'ils ont, ils partent dans un sens ou l'autre parce qu'ils n'ont pas le temps, quoi. Alors, je montre un peu le résultat de cette étude. Alors, c'est sur plusieurs centaines ou même milliers de tirs dans plusieurs compétitions internationales. Ce qu'on observe, statistiquement, en moyenne, il y a près de la moitié des gardiens, ils plongent systématiquement à gauche. Alors, ne demandez pas pourquoi ils plongent à gauche plutôt qu'à droite. Il n'y en a finalement que 6% qui restent au milieu. Et là où ça devient intéressant, vous en doutez, quelle est la décision du joueur? Dans un tiers des cas, il tire à gauche, 40% à droite, et quand même près de 30% au milieu. Donc, ça a été calculé de manière assez savante par nos collègues psychologues. La probabilité d'arrêter le penalty en fonction du sens où on plonge, elle est très faible quand on plonge à gauche ou à droite. Quand on reste au milieu, elle est finalement plus élevée. C'est de l'ordre de 30% quand on reste au milieu, contre 14 ou 12% à gauche et à droite. Donc, on a ce sorte de paradoxe où finalement, ça c'est connu dans le milieu, on sait qu'un gardien a plutôt intérêt à rester au milieu, à tout prendre. Mais il a tendance à plonger. Pourquoi? Parce que ce qui est très peu acceptable, il y a une sorte de norme sociale, c'est finalement d'être resté planté un peu au milieu, de n'avoir rien fait. Donc on veut être dans le mouvement, dans l'action, et je vais vous montrer dans l'entreprise, c'est pareil.
parce que c'est mieux, c'est plus accepté, alors que ce n'est pas forcément la meilleure solution. On pourrait développer de manière assez longue sur le changement. Je vais le faire de manière beaucoup plus brève à travers une étude vraiment mémorable pour illustrer ce mécanisme dans le monde de l'entreprise. C'est une technique que je trouve assez intéressante pour s'adresser à l'entreprise, c'est de prendre un sujet d'abord un peu extérieur et après dire, bah, regardez comment ça s'applique à l'entreprise. Une étude très classique dans le monde des startups qui remet en cause le mythe suivant: il faut adopter les meilleures pratiques pour être performant. Alors pour démonter ce mythe, je prends une étude très connue dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est le Stanford Project on Emerging Companies. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un projet où nos collègues, c'est Michael Hannon et ses collègues qui suivaient 200 startups sur 7 ans. Ils ont observé rapidement qu'ils utilisaient, c'est ce que ces startups utilisaient 5 modèles de management. Le premier modèle, c'est le modèle dit ingénieur, le modèle le plus standard dans la Silicon Valley. Nous sommes très motivés, les employés ont de l'autonomie, on travaille sur des projets novateurs. Ça, c'est le modèle un peu standard, entrepreneurial de la Silicon Valley. Ils avaient observé qu'il y avait 4 autres modèles qui existaient également. Le modèle engagement, où là, le chef, on va dire, de la start-up, là, le fondateur, avait cette idée: je veux bâtir une entreprise que personne ne quittera jamais, l'idée vraiment d'être sur le long terme. Le troisième modèle, c'était le modèle vedette. Moi, je recrute uniquement les meilleurs, the best of the best, on les paye super bien, on leur donne tous les moyens, et c'est comme ça qu'on va réussir. Le quatrième modèle, c'était le modèle bureaucratique. On a des procédures pour tout. Ça existe dans d'autres domaines qu'on connaît bien, pas uniquement, également dans les startups apparemment. Et le modèle autocratique, donc là avec un dirigeant hyper fort, vous faites votre travail, vous êtes payé, et ainsi de suite. Et ce qu'avait montré de manière assez allez, c'était pas forcément de la rocket science, nos collègues, c'était qu'il y avait un modèle qui marchait mieux, c'était les modèles vedette et engagement. Apparemment. Engagement, ça marche très bien. Vedette également, qu'il y en a un qui marchait pas du tout, c'était le modèle autocratique. Bon, jusque-là, rien de surprenant. Ce qui était plus intéressant, c'était le résultat un petit peu caché dans cet article, qui n'était pas forcément le cœur de l'article. Qu'est-ce qui se passe quand une entreprise change de modèle, et même quand elle passe d'un modèle qui n'est pas le meilleur au meilleur, hein, notamment celui de l'engagement. Et là, ce qu'avaient observé mes collègues, c'est que la probabilité de faire faillite doublait quasiment, quel que soit le cas de figure. Donc, quand on passe à un moins bon modèle, bon, là, pas de commentaire, c'est très simple, mais même quand on passe d'un moins bon modèle à un meilleur, la probabilité de faillite augmente. Ça, c'était très intéressant. L'idée, c'était finalement qu'il y a des sortes de routines, il y a des choses qui sont ancrées dans une entreprise et que peut-être dans le changement à tout craint, ça peut être très néfaste. Donc, on le voit dans le football, on le voit dans l'entreprise. Il y a cette sorte de culte, on va dire, d'être dans le mouvement, de tout le temps avoir des nouveaux projets dans tous les sens. Il faut y réfléchir à 2 fois. C'est un peu l'intérêt de ce qu'on peut apprendre de la recherche en management, c'est de remettre en cause des choses qui paraissent aussi évidentes qu'il faut être dans le mouvement, dans le changement permanent. Thématique suivante que je vous propose, pour faire vraiment une sorte de panorama assez global du livre, autour de à la pointe du management. Alors ça, c'est on va dire la partie d'ouvrage la plus développée. Il y a plein d'éléments. Celle que je vais vous présenter très brièvement, c'est autour du recrutement, parce que c'est un sujet qui est assez important pour les entreprises. Et alors là, les idées reçues abondent. Alors, la première idée reçue, c'est qu'il faut utiliser des entretiens pour faire le recrutement. Alors ça c'est vraiment ce qu'il y a de pire, hein. Alors, ça, c'est avéré depuis des années. Il y a un nombre d'articles qui ont été écrits sur cette thématique. Ce que j'ai utilisé dans le livre, c'est une méta-analyse, 80 années de recherche sur cette thématique, vraiment des dizaines et des dizaines d'articles. Qu'est-ce qui ressort de tout ça? Je vous donne le chiffre. Une fois de plus, pour vraiment convaincre, disons, l'entreprise de l'intérêt de la recherche, une technique assez efficace, je trouve, c'est donner des chiffres, hein, qui sont parlants. Donc, des chiffres ou des histoires d'entreprises qui sont bien développées, des chiffres. Quelle est la capacité prédictive d'un entretien de recrutement? Dans quelle manière le fait d'avoir réussi un entretien de recrutement, ça permet de prédire le succès dans le poste que vous allez prendre? Ce que montrent toutes ces recherches, je donne le résultat de la méta-analyse, le taux de succès, c'est 14%. Quelqu'un qui a bien réussi un entretien de recrutement, il y a 14% de chances qu'il soit performant dans son travail. Alors ça, c'est pas très convaincant, hein. Qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Il y a d'autres techniques plus efficaces. L'entretien, je ne vais pas développer, il y a plein de biais. En fait, l'idée, c'est que le biais le plus classique, c'est que généralement, quelqu'un rentre dans une salle pour un entretien, on se fait une idée assez rapidement et ensuite, on cherche à confirmer l'idée initiale qu'on a eue. Et finalement, ce qu'on valorise dans l'entretien de recrutement, ce n'est pas la capacité de quelqu'un à être bon dans son travail, mais c'est la capacité de quelqu'un à savoir passer des entretiens de recrutement. Ça, c'est une qualité qui est intéressante, mais c'est peut-être pas celle qu'on cherche quand on recrute. Donc, qu'est-ce qui est plus efficace? Il y a plein de techniques, mais ça, c'est très avéré, c'est très connu, et pourtant, les entreprises utilisent toujours de manière exclusive, hein, dans pas mal de cas, les entretiens de recrutement. Ce qui est plus efficace, c'est l'entretien structuré. Hein. Structuré, c'est-à-dire, on pose à peu près les mêmes questions à tout le monde. Ça, c'est plus efficace. Taux de succès, les 27%, 26-27%. Pourquoi c'est pas utilisé de manière assez surprenante? Parce que c'est beaucoup plus rébarbatif pour les gens qui vont passer les entretiens. Mais je ne vais pas passer toujours la même question, je vais m'ennuyer. Donc, ils préfèrent faire un entretien très libre. C'est pas très efficace. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'efficace? Le test d'intelligence. Alors ça, les gens refusent souvent de l'entendre. Très efficace, quel que soit le type de poste. C'est très intéressant. Quel que soit le niveau, disons, demandé de poste, test d'intelligence efficace. Ce qui est le plus efficace, c'est ce qu'on appelle la mise en situation. Ça se fait, par exemple, si vous voulez recruter quelqu'un pour faire du codage, lui demander de coder, de faire une sorte d'exercice, un bout de code. Alors, vous en doutez, la meilleure approche, c'est de combiner 2 ou 3 techniques. Ça, on le sait depuis longtemps, c'est employé dans pas mal d'entreprises, mais j'insiste, hein, dans certaines entreprises, on se contente d'un entretien, ou pire, pour les puristes du test de recrutement, la graphologie reste utilisée. Le taux de succès, là, c'est de l'ordre de, c'est moins de 1%. Donc, le fait de cartonner un test de graphologie, ça ne permet pas du tout de prédire le succès. Qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça? Ce qui est intéressant quand vous faites passer les entretiens de recrutement, c'est faire des entretiens structurés. Alors, une fois qu'on a dit ça, le deuxième point que je vais souligner sur le recrutement, parce qu'il est important, il y a une erreur qu'on commet souvent quand on fait des entretiens structurés. Pour ça, je vais vous proposer un petit test bien connu dans le domaine, hein, qui a été développé par Scott Page, hein, un chercheur il y a quelques années. Donc, il était parti sur cette idée, le test, l'entretien structuré, c'est bien, mais la question, comment est-ce qu'on le réalise? Alors pour ça, je vous mets un peu en situation. Une entreprise a 2 postes à pourvoir. 3 candidats se présentent. Pour les sélectionner, on leur fait passer un test. Chaque croix, je vais vous montrer tout de suite, représente une bonne réponse au test. Et la question que je vous pose, c'est qui recrutez-vous? Donc, je vais vous montrer les résultats de ces tests, de ces entretiens structurés, où les candidats étaient évalués sur un certain nombre de catégories, sur une dizaine de catégories. Je vous montre les résultats. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Le premier candidat a su répondre à 1, 2, 3, 4, 5 questions. Les questions 3, 4, 5, 8 et 9. Le deuxième candidat a su répondre à 7 questions. Les questions 1, 2, 5, 6, 7, 9 et 10. Le troisième candidat a su répondre à 6 questions. 1, 2, 6, 7, 9 et 10. La question qui se pose, qui est-ce qu'on recrute? Alors là, je dis c'est sous forme de test, mais en fait, l'idée, c'est qu'il y avait une dizaine de thématiques sur lesquelles les gens qui ont passé l'entretien ont évalué les candidats. Ce n'est pas juste des tests, ce n'est pas un QCM, hein, c'est beaucoup plus sophistiqué, c'est un peu la synthèse. Alors, qui recrutez-vous? Alors, j'ouvre quand même j'ouvre la question à la salle. Bon, vous en doutez, il y a un piège. Hein. Il y a un piège, sinon je ne vous proposerai pas ce petit exercice. Alors, dans le chat, des gens disent ben, je recrute 1 et 2 parce que ça couvre l'ensemble des problématiques. Oui. Quelqu'un dit il y a peut-être des questions rédhibitoires, difficiles à dire. Pas mal. Tout dépend des thématiques. Peut-être qu'on peut supposer aussi que ça dépend si les 2 postes sont très contrastés ou pas. Enfin voilà, le sentiment de la salle, c'est qu'on n'en sait pas tout à fait assez pour se prononcer, mais en même temps, voilà, tu poses ça sous forme d'un jeu un petit peu simplifié. Donc Oui. voilà. On attend le piège en fait. Oui, bien sûr, mais le piège, vous n'êtes pas tombé dans le piège. Effectivement, le piège, ça serait quoi? Tomber dedans, dire de manière vraiment hyper brusque, ben, on recrute les candidats qui savent bien répondre. Bien sûr qu'il ne faut pas faire ça, hein, c'est la première personne qui a été trouvée dans ce test simplifié.
L'idée, c'est plutôt dans ce type de recrutement, si on cherche de la diversité, ce qui est crucial actuellement, c'est vraiment une thématique importante, il faut effectivement diversifier les profils avec cet élément qui a été bien identifié par une des personnes qui est présente, de dire on va peut-être recruter des gens qui sont peut-être moins polyvalents, qui excellent pas dans tous les domaines, mais on a un raisonnement au niveau de l'ensemble de l'entreprise, et c'est en panachant toutes ces compétences qu'on va être vraiment, vraiment bon pour pouvoir innover. Donc effectivement, il ne faut pas forcément recruter les meilleurs candidats, ça dépend ce qu'on veut faire, recruter peut-être des profils plus diversifiés. Donc ça, c'est assez évident, mais vous serez surpris par le réflexe pur et dur, ben on regarde, on prend les meilleurs. Alors meilleurs, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais enfin ce qu'on entend parfois. Donc ça, c'est ce que je voulais montrer au niveau de la pointe du management. La dernière thématique que je vous propose, et après j'ouvrirai à des questions un peu dans tous les domaines, hein, je suis prêt à essayer d'y répondre, c'est autour de dirigeants et carrière. Dirigeants et carrière, alors je fais un focus sur les dirigeants et un sur les carrières. Alors, c'est plutôt faire carrière dans une grande entreprise, hein. On verra s'il y a des parallèles avec d'autres domaines. Donc, dirigeants et carrière, le premier mythe que je vais essayer de démonter, c'est les meilleurs dirigeants sont visionnaires. Alors ça, vous en doutez, c'est pas forcément le cas. Pour ça, ce que je vous propose, c'est ce que j'essaie de faire souvent pour essayer de faire passer des idées de recherche. J'essaie de partir d'une histoire plutôt connue et ensuite j'essaie de détailler ça par des recherches plus solides. Alors, est-ce qu'il faut être visionnaire pour réussir dans l'entreprise ? Pour traiter ce thème, ce que j'aime bien utiliser comme histoire, c'est une histoire qui est bien connue dans le milieu universitaire, qui a été racontée par Karl Weick, très connu. Alors apparemment, il l'avait volé à un poète tchèque bien connu également, mais bon, on la connaît sous la forme que lui a développée. L'histoire est connue, ça se passe dans les Alpes, un détachement de soldats et on manœuvre dans les Alpes. Au bout de quelques jours, le lieutenant qui dirige les soldats identifie quelqu'un d'entre eux, identifie une patrouille d'éclaireurs, 3 soldats, il dit « Allez voir ce qui se passe autour, là on est totalement perdus ». Donc les éclaireurs partent, regardent ce qui se passe et tout d'un coup il se met à neiger, il neige de manière continue. Les éclaireurs sont totalement perdus, au bout d'un certain temps ils se disent « Mais là on ne peut plus rien faire, on s'assoit et on attend ». On va mourir sur place, de toute façon, on est perdu, on ne peut rien faire. Donc, ils s'assoient par terre, sur place, et à ce moment-là, l'un d'entre eux se dit, ce que je vais faire, avant de mourir, je vais écrire une lettre d'adieu à ma famille. Donc, il fouille dans son sac, il sort un papier, il se met à écrire. Et à un moment, en train d'écrire, il retourne le papier, il voit que c'est une carte. Il rentre au campement où il retrouve le lieutenant. Et le lieutenant dit, mais comment vous avez fait pour revenir là ? Comment vous avez fait ? Il neigeait, vous étiez totalement perdu. Et l'éclaireur dit, mais c'est simple, j'étais en train d'écrire ma lettre d'adieu, j'ai vu une carte, et puis j'ai pris cette carte, on a pris la carte, on est retourné, on est revenu, il n'y a pas eu de problème. Et à ce moment-là, le lieutenant dit, mais fais voir ta carte. Ah oui, mais là, la carte que tu as utilisée, c'est pas une carte des Alpes, hein, c'est une carte des Pyrénées. Ça, c'est une histoire bien connue dans le domaine. Je me suis longtemps demandé, est-ce qu'elle était vraie ? Est-ce que ça fait sens pour une entreprise ? L'idée, c'est, est-ce qu'un dirigeant peut réussir s'il n'a pas de vision ? Et surtout, ce qui me semble plus intéressant, si sa vision est totalement fausse, s'il a la mauvaise carte. Alors ça, cette histoire, si je m'arrête là, on va me dire, c'est quoi ça ? C'est une histoire de gourou de la stratégie, c'est pas du tout crédible. Ce qui me semble plus intéressant en termes de recherche en management, une étude mémorable que j'avais trouvée il y a quelques années, plusieurs centaines d'entreprises, 31% d'entre elles, le dirigeant n'avait pas de vision. 69%, le dirigeant avait une vision qu'il avait cristallisée, qu'il avait écrite et tout. Les entreprises qui avaient une vision, taux de survie 2 fois plus important, taux de croissance 2 fois plus rapide, que la vision a posteriori, c'est bonne et mauvaise, hein, parce que ça on peut le mesurer. Hein. On analyse la vision là en amont, on regarde ce qui se passe après, qu'elle porte sur la croissance ou non. Donc cette histoire est vraie. Ce dont on a besoin dans les entreprises, ce n'est pas forcément un dirigeant visionnaire, mais on a besoin d'un dirigeant qui met quand même un minimum son entreprise en mouvement.
Donc ça, pour faire passer ce point, ce que j'aime bien utiliser, c'est cette citation mémorable de Andy Grove. Andy Grove, un mythe de l'entreprise, connu surtout dans le monde de l'entreprise pour l'ouvrage qu'il avait écrit il y a quelques années, Only the Paranoid Survive. Seuls les paranoïaques survivent. Andy Grove, de qui s'agit-il? C'est un dirigeant, le dirigeant de Intel. C'était un Hongrois qui avait émigré aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a fait toute sa carrière là-bas. C'est un des dirigeants peut-être les plus mythiques qui ait vécu. Alors, c'était pas un tendre. Une des citations les plus surprenantes que j'avais trouvées auprès d'un de ses collaborateurs, c'était « Travailler avec Andy, c'est comme se faire extraire, arracher une dent sans anesthésie ». Donc, ce n'était pas forcément un tendre, mais néanmoins, il a bien résumé toute cette approche que j'essaie de développer là autour du dirigeant, est-ce qu'il faut être visionnaire ou pas, dans une citation que je vous propose, que j'ai traduite, qui est vraiment, qui résume un peu vraiment la philosophie, à mon avis, qu'on doit avoir en entreprise, que doivent avoir les gens en tant que dirigeants. Alors, ce qu'il dit, en quelques mots, aucun d'entre nous dirigeants ne sait vraiment où il va. Personnellement, j'en ai aucune idée. Alors, si vous êtes habitué à travailler avec des dirigeants, moi je connais peu de dirigeants français qui vous disent ça. Vous devez dire non, moi je suis visionnaire, moi je sais où je vais et tout. Donc aucun d'entre nous ne sait vraiment où il va. Personnellement, j'en ai aucune idée. Mais ce qu'il dit également, le problème c'est que les décisions n'attendent pas. On ne peut pas rester les bras croisés en attendant que ça se passe. Donc c'est quoi la clé du succès en entreprise pour un dirigeant? L'idée c'est quoi? Faire deux choses. Agir en fonction de ce qu'on pense être vrai et changer de cap le plus rapidement possible lorsqu'on se rend compte qu'on fait fausse route. Donc ça, c'est toute la philosophie, enfin en tout cas celle que j'essaie d'utiliser quand je fais des séminaires sur la stratégie. Donc il faut avoir cette conviction, mais après il faut être relativement flexible. Alors ça, ce que dit également Andy Grove, et c'est assez intéressant, il dit, mais il ne faut pas que ça vous déprime tout ça. Si vous êtes trop déprimé, vous ne parviendrez pas à motiver vos collaborateurs. Donc tout l'art du dirigeant, c'est quoi? C'est de projeter ce cap tout en sachant pertinent que ce n'est pas forcément le bon et être réactif pour pouvoir changer de cap s'il le faut. Alors ça, c'est difficile, j'ai développé in extenso dans le bouquin, mais il y a une sorte de paradoxe, ça c'est ce qu'il faut faire, mais ce que montrent des recherches plutôt en psychologie, c'est que ce que veulent les gens en entreprise, ils ne veulent pas un dirigeant qui change d'avis, hein. Ils veulent un dirigeant qui montre le cap, même si on va dans le mur. Parce que s'il réussit après avoir changé de cap, ce que vont dire les gens de l'entreprise, moi il a eu du bol, quoi. À force de changer de cap, il a réussi. Donc il y a une sorte de paradoxe pour le dirigeant où il faut qu'il soit flexible, il faut qu'il le fasse, mais on le fait assez peu parce que ça crée une sensation d'instabilité dans l'entreprise. Et in fine, on aboutit à rester souvent sur une ligne directrice qui est la mauvaise, alors qu'il faudrait changer simplement parce que c'est mal perçu par le reste de l'entreprise. La citation d'Andy Grove, elle est mythique. Je vous propose juste la dernière partie. Alors, souvent, quand je présente ça avec des dirigeants, ils ont un peu de mal à l'accepter, mais je vous le montre quand même. Donc, c'est quoi finalement la conclusion d'Andy Grove? En tant que dirigeant, il faut garder le moral tout en étant parfaitement conscient qu'on n'a aucune idée de ce qu'on est en train de faire. Ça m'a déjà eu des sifflements dans certaines... Je me souviens, enfin, je ne donne pas la ville, le palais des congrès là d'une certaine ville, une grande ville française. Je ne sais pas si vous êtes fait siffler par plusieurs centaines de personnes. C'est assez surprenant, mais bon, il passe un peu en force, Andy Grove, mais vous voyez le message. Donc ça, c'était mon avant-dernier mythe, parce qu'on se rapproche de l'heure qui m'avait été impartie. Je vais terminer par un dernier mythe, non pas pour les dirigeants, mais plutôt pour les managers, hein. Donc là, j'étais plutôt sur la stratégie. Là, j'étais plus sur le management. Le dernier mythe, il est un petit peu extrême. Pourquoi je l'utilise souvent en entreprise? Pour montrer aux gens que les recherches qu'on fait en management, ça peut être intéressant. Donc, si vous voulez atteindre cet objectif, il ne faut vraiment pas y aller avec le dos de la cuillère, hein. Donc là, j'espère que je ne vais pas être trop brutal avec ce dernier exemple, mais l'idée, c'est vraiment de montrer que les recherches peuvent avoir un intérêt. Je reconnais, l'exemple est un peu brutal. Ça, c'est une recherche, une des plus pointues que j'ai. Ça a été publié il y a quelques années dans Administrative Science Quarterly, hein. C'est vraiment la Rolls de la recherche en management ou même en sciences sociales. C'était autour de ce mythe. Pour faire carrière dans une entreprise, il faut être compétent. Alors, cette étude mémorable, elle se présente comment? Alors, l'idée, c'était de montrer quoi? Pour faire carrière dans une grande entreprise, il ne suffit pas d'exceller dans son travail, il faut également être bien vu par son supérieur hiérarchique.
Alors ça, c'est ce que mes collègues là sont mis en tête de démontrer. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par faire une étude qualitative. Donc c'est une démarche hyper rigoureuse du quali, entretien avec 42 dirigeants, identifier les techniques qu'ils ont utilisées pour se faire bien voir par leur boss, de la plus simple à la plus subtile. Ensuite, il y aura une étape plus quanti, où les chercheurs vont créer un questionnaire, le soumettre à plusieurs milliers de managers et voir, in fine, s'il y a de l'efficacité. Alors, une fois de plus, cette recherche est assez brutale, mais je l'utilise souvent pour essayer de démontrer aux entreprises qu'il y a un vrai intérêt à la recherche en management. Sur tous les thèmes, notamment celui-là qui intéresse beaucoup de gens en entreprise. Alors, c'est quoi ces techniques qui ont été identifiées par mes collègues? Ils ont identifié 6 techniques de la plus simple à la plus subtile. La première, j'espère que vous avez le cœur bien accroché, hein, faire un compliment à votre boss en s'en excusant par avance. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise en vous disant cela, vous êtes vraiment formidable. Ça ressort de l'étude de terrain. Hein. Ce n'est pas eux qui l'ont inventé, hein, je vous mets du verbatim. Hein. Allez, je monte en puissance ou en sophistication. Demandez un conseil à votre boss alors que l'objectif est de lui faire un compliment. Comment avez-vous réussi à boucler cette fusion de manière aussi brillante? C'est la réalité, ça. C'est la recherche en management. Et là, généralement, quand je présente ça dans un milieu de manager, c'est plus facile d'attirer l'attention qu'en parlant de recherche, peut-être plus, on va dire, qui sont moins dans les préoccupations de tous les jours du management. Alors, ça, je ne veux pas vous décourager. Celui qui utilise ce type de technique, je vais vous montrer après, ça ne marche pas du tout. Hein. Ça, c'est contre-productif. Hein. Il faut monter un peu en sophistication. Donc, une fois de plus, toutes ces techniques, elles ont été repérées dans l'étude Cali. Hein. Ce n'est pas de l'improvisation des chercheurs. Technique suivante, commencer par résister avant de se ranger à l'avis de son boss. Au début, je n'étais pas convaincu. Mais là, franchement, ce qu'on m'avait dit, là où vous m'avez convaincu, c'est tout à fait ça. Je continue. Toutes ces techniques identifiées sur le panel de 42 managers et dirigeants, celle-là est plus subtile. Se renseigner sur l'avis de votre boss et le reprendre à son compte lorsque l'occasion se présente. Donc, vous voyez, il y a un sujet qui va arriver sur la table. Vous essayez de voir ce que pense le supérieur hiérarchique sur le sujet. Et ensuite, ce que vous faites, vous le dites avant lui. Comme disait le manager, si vous êtes toujours d'accord avec votre patron, il aura l'impression que vous lui faites de la lèche. Si vous parvenez à connaître son opinion et à la formuler avant lui dans une réunion, ce sera beaucoup plus convaincant. Terrible, hein. Terrible. Hein. Alors, je suis assez brutal là, dans cette présentation, mais c'est le moyen le plus efficace que j'ai trouvé pour montrer dans certaines entreprises que la recherche en management, il y a des choses qui existent, qui peuvent avoir un intérêt, et après on peut envoyer sur d'autres thématiques. Hein. Je continue. Avant-dernière technique, complimenter votre boss, là, votre supérieur hiérarchique, auprès de gens qu'il connaît pour qu'il apprenne un petit peu par la bande. Terrible. Lorsque vous faites des compliments à quelqu'un, ça paraît louche. Si vous le faites auprès de ses amis, il finira par l'apprendre, ça aura plus d'impact. Terrible. Hein. Alors quand je présente ça dans des entreprises, il y a pas mal de gens qui me disent « Ah oui, j'utilise ça dans ma carrière, je ne savais pas que ça faisait partie de la recherche. » Vous voyez, ce dont on parle, il y a plein de recherches là-dessus. On appelle ça autour de ingratiation techniques. L'idée, ce qu'utilisent les gens pour avancer leur carrière, soit vous faites bien voir en complimentant, soit en montrant aux gens que vous pensez comme eux. Ces deux axes, les axes de recherche terribles sur ces thématiques. Dernier thème, mais tellement connu dans la culture française, enfin ça c'est vraiment le b.a.-ba de la culture française, faire référence à des affiliations communes. Avant de faire un compliment, donc de se ranger à l'avis, les deux techniques que je viens de vous présenter, je commence souvent la conversation en mentionnant une école de commerce ou une université à laquelle nous appartenons tous les deux. Cela contribue à établir une relation de confiance, et ainsi de suite. Alors ça, c'est l'étape 1. La deuxième étape, c'est quoi? C'est la vraie recherche. Donc ce qu'ont fait mes collègues là, analyse statistique, à partir de l'étude Cali, ils créent un questionnaire, ils font un échantillon de 200 managers, ils récupèrent de mémoire 300 questionnaires et ils déploient. Donc, je ne vais pas rentrer dans la technique là, de recherche. Hein. Vous reconnaissez la police de caractère de ASQ, la Administrative Science Quarterly.
les techniques non sophistiquées diminuent votre probabilité d'être promu. Alors, ce qu'avaient fait les chercheurs, c'était un peu plus pointu. Ce qu'ils mesuraient, c'est la probabilité d'être promu au comité de direction de son entreprise. Si vous faites 2 compliments indirects par an au supérieur hiérarchique, au PDG, votre taux augmente de 68%. 2 références à des affiliations communes, plus 71%. Donc des résultats statistiques assez marquants. Ce qui est intéressant, c'est peut-être la chute de cet article, et ça sera mon dernier commentaire. Donc plus vous faites de compliments comme ça à votre boss, plus vous avez de chances d'être promu. Mais en fait, plus le boss est sensible à tous ces compliments, plus la qualité de sa stratégie se détériore et finit par être licencié. Donc, il y a une sorte de morale dans cette histoire. C'était une étude complémentaire, enfin les 2 articles à ASQ. L'autre étude montrait que les dirigeants qui sont les plus sensibles à la flatterie, en fait, sont de plus en plus, de moins en moins vigilants, alertes, et finalement, ils finissent par être licenciés. Donc, c'est la morale de la fable de La Fontaine, bien connue. Donc, je m'excuse un peu pour cette étude, elle a été un petit peu brutale, mais pour démontrer dans certains séminaires que je fais, par exemple, j'essaie de démontrer à des étudiants d'executive MBA qu'il faut qu'ils utilisent la recherche en management pour faire leur mémoire. Alors, pour vraiment essayer de les mettre dans le bain, j'utilise ce type d'exemple pour vraiment leur montrer qu'on traite de tous les sujets et qu'il y a des recherches solides avec des résultats parfois non intuitifs. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Tout ce que vous savez sur le management, toujours disponible, vu à la télé. Donc, merci beaucoup pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions dans la mesure, bien sûr, des réponses que je pourrai apporter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme. Si vous remettez le son, tout le monde, il pourra entendre les applaudissements. C'est gentil, merci. Alors, on va ouvrir la discussion. On va le faire en intervention vocale parce que comme Jérôme est invité dans Teams, je ne sais pas s'il a accès facilement au chat et on a une position de discussion en direct. Donc voilà, vous pouvez utiliser Teams pour signaler que vous voulez parler. Même dans Teams, maintenant, on a l'ordre dans lequel les gens souhaitent intervenir. Donc la discussion est ouverte. En attendant qu'il y ait des questions, je vais en poser une. Dans ce que tu as dit, en particulier dans les premiers exemples, il est clair que tu disais finalement, il y a des entreprises qui sont bien gérées et qui ne le savent pas, et des entreprises qui sont mal gérées et qui ne le savent pas. Il y a un exemple qu'on cite souvent, nous, dans les cours de management de l'innovation, c'est le cas d'un rapport de consultant chez Tefal, il y a longtemps maintenant, dans les années 90, et où le consultant disait en gros, Tefal, c'est le bazar. Il n'y a pas de vraie gestion de projet, on ne sait pas qui est le chef, il n'y a pas d'organigramme. Les projets commencent alors qu'il n'y a pas de cahier des charges, il n'y a pas vraiment d'objectif, une gestion de stock et des usines très perfectibles. Enfin, rien n'était optimisé aux yeux du consultant. Or, les travaux de recherche qui ont été menés chez Tefal par mes collègues de l'école des mines ont montré que c'était justement pour ça que Tefal était performant comme entreprise innovante. Et donc, ma question, c'est d'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Et deuxième chose, il y a un phénomène qu'on connaît bien, je pense, qui est qu'à certains moments, il y a des doctrines qui circulent et qui sont appliquées comme moyen de vérification de ce qui est considéré comme un bon management, une bonne gestion, une bonne stratégie, et que quelquefois, on oublie d'où vient cette doctrine. On observe les mêmes phénomènes aujourd'hui sur les pratiques de gouvernance. Tout d'un coup, on va dire que c'est mieux de séparer président et DG, par exemple, et tout un tas de choses qui composent ce qu'on admet être une bonne doctrine pour les entreprises, et puis on l'applique un peu aveuglément, et les consultants n'y sont pas pour rien d'ailleurs. Donc, par rapport à ce que la recherche en management peut faire, c'est clair que nous, on a un rôle aussi de vigilance par rapport à tout ça, et tu le montres bien, mais est-ce que tu as repéré, toi-même, dans tes recherches, ces phénomènes de doctrine partagée qui cachent en fait ce qui est en réalité la bonne gestion? Et comment on fait pour trier le bon grain de livret et pour voir le talent sous l'apparence de non-conformité? C'est un vrai sujet. Alors, je n'ai pas parlé dans cette présentation des propres recherches que j'avais faites sur ces thématiques. Une des recherches que j'avais faites là, de SMJ là, il y a quelques années, c'était quel est l'impact des consultants sur la performance de leurs clients. C'était paru dans SM Strategic Management Journal, et il y avait une déclinaison que j'ai faite dans Harvard Business Review.
Et l'idée, c'était vraiment, est-ce que les consultants impactent la performance de l'entreprise en positif, en négatif? Et ce que montrait la recherche, c'était très simple, c'était qu'en moyenne, il y avait un impact plutôt positif, regard extérieur, best practices et tout. En revanche, ça tassait la variance dans la performance. Donc l'idée, c'est que le consultant, avec des techniques dont on parle et tout, ça va rarement faire de catastrophe en fait, mais ça va diminuer, disons, le potentiel de l'entreprise. Donc il y a une sorte ce que j'avais fait à l'époque, ça n'avait pas été trop fait à ce moment-là, et c'est ce qui m'a permis de publier, c'est que j'avais distingué la performance en moyenne et la performance extremeness, la performance plus ou moins extrême. Donc il y a cette idée que les consultants vont diffuser des best practices, donc ils sont bien, qui permettent souvent de rattraper le retard qu'on peut avoir par rapport à un certain état de l'art, mais en aucun cas ça ne permet justement d'avoir cette non-conformité qui est nécessaire pour être au top. Et ce que je prenais comme citation dans le HBR là, pour le lecteur américain, c'était une citation de Steve Jobs, un truc du genre « I never hired a consultant ». No way. Donc, ce que j'avais montré dans ces recherches, c'est que finalement, consultant, oui, en moyenne, effet négatif plutôt sur la variance. Donc, effectivement, c'est de la conformité. Ça peut être de rattraper le retard, parce qu'il y a quand même des entreprises finalement il y a des trucs sur lesquels il faut se mettre à niveau, mais pour l'innovation, certainement pas. Il faut de la singularité, en fait. Et le consultant n'apporte pas de singularité, à ma connaissance. Alors, Dominique Lafont souhaitait intervenir. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez maintenant. Oui. Pardon, je bricole un micro. Jérôme, magnifique, hein. Franchement, ça fait du bien. Moi, j'ai trois, en vous écoutant, donc moi je suis plutôt spécialiste d'innovation et membre du cercle de l'innovation. Hein, donc, en tant qu'entreprise, moi j'ai 3 ou 4 mots que j'ai envie de vous suggérer. Les injonctions, c'est-à-dire qu'en fait le management est un monde injonctif. Hein. On dit voilà, c'est comme ça. Et derrière l'injonction, il y a la mode, d'accord? Donc aujourd'hui, on va vous dire, je sais pas, faut faire du management par objectif, faites des OKR, voilà. Bon, on ne sait pas pourquoi, mais bon. La deuxième chose, c'est le jargon. C'est-à-dire que le management est le monde du jargonnage et du voilà, et donc ça fait bien hein, de jargonner, y compris vis-à-vis de son manager probablement. Hein. Troisième, et vous l'illustrez de manière extraordinaire et en innovation, nous ça nous passionne, c'est la fixation. C'est-à-dire qu'en fait on a donc ces effets de fixation. Et puis le dernier mot, c'est un peu la moyenne, quoi, le raisonnement moyennant. D'accord, on gère en moyenne. Et je vais juste vous prendre un exemple, l'agilité. Tout le monde parle d'agilité et les mêmes dirigeants qui ont envoyé pendant 15 ans des injonctions à leurs salariés du type il faut suivre des process, il faut être dans votre fiche de poste, etc., sont les mêmes qui les convoquent en leur disant qu'ils ne sont pas agiles et qu'il faut un peu se secouer la couenne, quoi. Voilà, je vous livre ça et je voudrais juste votre réaction par rapport à ça rapidement. Merci. Merci beaucoup, merci pour votre commentaire et les 5 points. C'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup d'éléments. Écoutez, je pense que ce qui infuse beaucoup dans l'entreprise, bon, je vais peut-être être un peu négatif là, il y a quand même beaucoup de peur dans le monde de l'entreprise et donc il y a ces effets finalement de mimétisme, finalement on va aller au plus sûr. Bon, je vais peut-être parler d'une recherche que j'avais faite, je parle un petit peu aussi des propres recherches là, une des plus récentes, j'avais étudié l'utilisation des consultants en management dans une vingtaine de pays, Europe et Amérique du Nord. Et donc, je m'étais demandé qu'est-ce qui fait qu'on a appel à des consultants, et donc avec tous ces effets de mode, toutes ces trucs sur l'agilité, les injonctions et tout. Et en fait, moi, j'avais testé 2 hypothèses, c'est de la stratégie plutôt internationale. Il y avait un truc, j'avais mesuré, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle une orientation à la performance dans les différentes cultures? C'était en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Autriche, en Finlande. Et deuxièmement, c'était le concept très classique en stratégie internationale, on appelle ça le uncertainty avoidance, donc la peur de l'incertitude. Et ce que j'avais montré dans cet article, finalement, ce qui drive l'utilisation des consultants, donc elle est très forte, par exemple en Allemagne, en Autriche, c'est moyen en France,
c'est faible en Italie, c'est plus élevé en Scandinavie. Le vrai driver, c'était quoi? C'est ce qu'on appelle ce concept d'uncertainty avoidance. Donc il y a une certaine peur, hein. On a peur de l'incertitude et on cherche à se rassurer. Comment? Avec des effets de mode, en disant maintenant tout le monde va parler d'agilité. C'est ce que montrait le premier élément que je vous ai présenté dans ma présentation. C'était cette idée, quand une entreprise finalement parle de digital actuellement, elle a une bonne réputation, tout le monde dit que c'est bien. Donc les gens sont quand même relativement stressés et finalement en faisant un peu ce que font les autres, ça rassure. Mais ça permet d'avoir la singularité qui a été évoquée par Albert tout à l'heure, hein. Donc, on tombe un petit peu dans cette sorte de ventre mou. Oui, il y a un monde un peu, malheureusement, hein, un monde un peu de crainte. Et ce que montrait vraiment la deuxième étude que j'avais faite sur les consultants, c'est vraiment ce qui drive d'un pays à l'autre l'utilisation des consultants. C'est vraiment cette idée de, on veut être rassuré face à l'incertitude. Et donc, quelqu'un qui va vous dire, faites ci, faites ça, faites de l'agilité, utilisez tel mode, ça passe très bien, mais in fine, c'est néfaste pour l'entreprise et pour l'innovation, on n'en parle même pas. Alors, il y avait Rémi Montargès qui voulait intervenir. Rémi, c'est à toi. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. J'avais une question par rapport au travail que vous avez fait, donc l'idée de mettre entre guillemets au goût du jour des recherches pour les managers. Pardon Rémi, si tu peux mettre ta vidéo le temps de poser Oui, la question, c'est plus bien agréable sûr. pour notre invité si c'est possible. Vis-à-vis de ça, j'avais une question, c'était selon vous, comment on fait une recherche qui parle au manager? Est-ce que on doit faire la recherche d'un côté et faire votre travail par la suite en adaptant les recherches pour les managers au sein d'ouvrages particuliers qui viennent vulgariser la recherche pour les managers? Ou est-ce que les recherches en elles-mêmes doivent prendre en compte ces dimensions? Et si oui, comment on fait pour parler au mieux à ce monde-là de managers? Ça, c'est vraiment une excellente question. Il y a deux choses, hein. Dans le livre, là, moi, ce que je mixe, certaines de mes propres recherches, hein, notamment un truc qui me fascinait toujours parce que je fais beaucoup de cours, enfin là, j'ai plus tellement de temps, mais de executive education ou des conférences comme ça, c'était les consultants. Ça fascine beaucoup dans le monde de l'entreprise. Et j'avais fait cette recherche sur le titre, c'était Does it pay to hire consultants? Donc, c'est la vraie recherche académique et tout. Donc, il y a une partie de recherche que vous pouvez faire vous-même. Moi, je conseille quand même de faire quelque chose qui va intéresser les entreprises. Et bon, la clé, en fait, la clé, c'est quoi? Il faut qu'en posant, vous avez une idée de recherche. Il faut qu'en discutant avec quelqu'un en entreprise, vous lui posez la question, il ne sait pas répondre. Ce que j'avais testé pour ma recherche sur les consultants, je demandais à des managers et dirigeants, est-ce que ça paye de faire appel aux consultants? Alors, ils disent, ah oui, non, on ne sait pas. Et après, vous apportez la valeur ajoutée. Ce que j'avais fait à l'époque, c'est distinguer en moyenne et sur les extrêmes. Ça, aucun manager n'a pensé à faire ça, parce que comme vous l'avez bien, comme l'a dit tout à l'heure Dominique Lafont, on raisonne en termes de moyenne. Et le fait de raisonner en termes d'extrême, sur cette étude des consultants, il y a une vraie valeur ajoutée parce que les managers ne passent pas forcément à raisonner en termes d'extrême. Je ne sais pas si je suis clair dans mon explication. Et donc, ce qu'il faut faire, idéalement, il faut pouvoir poser la question à un manager ou à un dirigeant qui n'ait pas vraiment la réponse et que vous, avec la recherche, vous arrivez à l'éclairer et ils vous disent « Ah ouais, je le sentais plus ou moins, mais j'étais pas sûr. » Après, pour faire un ouvrage de ce type, ou je vais en faire un autre là bientôt en anglais, je ne peux pas faire que sur la base de mes propres recherches. J'ai pas assez de recherches, si vous voulez, publiées. Ça, il y en a un qui l'a fait, c'était pour les puristes, un certain Stephen Levitt, un économiste de Chicago, son premier bouquin qui s'appelait Freakonomics. Il avait fait exclusivement à base de ses propres recherches. Mais il y en avait peut-être 7 ou 8. Donc, il avait publié 7 articles ou 8 dans les grosses revues, un sur le sumo, un sur les gangs de crack à Chicago. Et il avait travaillé avec un journaliste qui avait utilisé ses recherches, qu'il avait transformé en ouvrage qui avait cartonné. Ça s'appelle Freakonomics 2005. Moi, je n'ai pas publié assez d'articles pour pouvoir faire un bouquin complet. Donc, dans le bouquin, j'utilise certaines de mes propres recherches. Et nous, en tant que chercheurs, ça, c'est un truc qu'on ne se rend pas compte forcément. On connaît très bien toutes ces recherches, même si on ne les a pas faites. Mais dès qu'on sort du milieu de la recherche, les gens ne connaissent pas. Hein. Donc, il y a une vraie valeur ajoutée à faire connaître. Mais pour répondre pour une thèse ou des choses comme ça, c'est peut-être plus dur de publier une recherche qui soit à la fois, on appelle ça
relevant and rigorous, c'est-à-dire rigoureuses et pertinentes, on peut publier des travaux qui sont uniquement rigoureux. Mais je pense que ça vaut le coup d'ajouter cette composante de pertinence, parce que c'est ça qui va être sympa. C'est-à-dire vous allez raconter ça à des gens, dans les entreprises, à des étudiants. Si votre recherche, elle est trop, c'est trop un micro-sujet qui intéresse personne, c'est quand même assez ingrat. Merci Jérôme. En attendant qu'il y ait une autre question, peut-être un complément par rapport à cette discussion-là. Il y a toute une tradition qui remonte au moins à Kurt Lewin, mais on pourrait mettre aussi Taylor dans la recherche-action, hein, si on veut. C'est aussi ce que Kaplan, dans un article de 98 dans le Journal of Accounting Research, appelle Innovation Action Research, où au fond, il est des situations dans lesquelles les chercheurs ont de bonnes raisons de penser qu'il y a des pratiques qui pourraient être améliorées. Ils peuvent le penser depuis leur bureau de chercheurs, mais le plus souvent, ils le pensent aussi après des discussions comme celle que tu relates sur finalement, on n'a pas des réponses à certaines questions, on sent que ça ne va pas, on voudrait faire mieux, etc. Et il y a des situations dans lesquelles on sent que cette question-là, cette énigme, elle a un potentiel de recherche, qu'on sent que ça va faire avancer les théories à différents niveaux, y compris à un niveau proche de la pratique et de la conception de procédures, d'instruments, de façons de faire. Et Kaplan dit dans ces cas-là, parce que Kaplan, c'est quand même lui qui a co-inventé l'activity-based costing et le balance scorecard dans les années 90 et 2000, et il dit, dans ces cas-là, ça a de la valeur pour la recherche, parce qu'on devient des experts avertis des techniques qu'on crée ou qu'on co-crée et qu'on peaufine, et on devient des implémenteurs avisés, et cette expertise d'implémentation, elle a de la valeur. Et on citait Milberg tout à l'heure, il y a des articles anciens qui s'appellent Beyond Implementation en stratégie, qui sont des classiques aussi. Bref, donc il y a de quoi interroger tout un tas de facettes intéressantes des problèmes de management. Et on va retrouver là-dedans cette définition qui est ma préférée, moi, que propose Hélène O'Connor dans son bouquin sur les fondations perdues du champ, qui dit finalement, si on reprend Barnard et Follett, le management, c'est une science de l'ajustement et de l'intégration sous conditions toujours nouvelles. Si on dit science de l'ajustement et ou de l'intégration sous conditions toujours nouvelles, alors on voit bien qu'il y a une sorte d'accompagnement collectif des situations à problème dans lesquelles les chercheurs ont tout à fait un rôle. Et pour reprendre ce que disait Rémi, on a tout un panorama, de mon point de vue, tout un éventail entre je cherche d'abord et je diffuse après, et je valorise après, jusqu'à, au contraire, la valorisation et la recherche sont intrinsèquement liées dans une action réflexive et pratique sur des terrains, mais qui ont des caractéristiques particulières. C'est tout à fait vrai. Ça, il faut vraiment le faire. Je pense qu'il ne faut pas du tout... Enfin, ça n'engage que moi, mais le comportement qu'on voit de plus en plus, le chercheur dans sa tour d'ivoire, je pense que ça vaut pas le coup. Probablement, c'est pas hyper gratifiant, je trouve. Et il faut vraiment... C'est tellement agréable de pouvoir discuter avec des gens en entreprise, des collègues, et de pouvoir faire avancer la réflexion, d'avoir un truc auquel les gens n'ont pas pensé, qui éclaire vraiment. De manière plus générale, par rapport à la question qui a été posée, il y a deux façons de faire de la recherche, mais c'est bien connu, je ne veux pas faire un truc trop universitaire. Soit on part d'une théorie qu'on cherche à peaufiner, soit on part d'un phénomène qu'on essaye de comprendre et analyser. Moi, je serais plutôt partant, moi, j'utiliserais plutôt l'approche on part d'un phénomène qu'on essaie de comprendre, une sorte d'énigme, et après on enrichit la théorie, que de vouloir peaufiner ou micro-peaufiner une théorie. Bon, ça c'est un débat très général dans la recherche, on ne va peut-être pas le développer maintenant. Je vais passer la parole à Douja Kabesh. Juste avant, il y a une remarque d'Aurore Haas dans le chat qui dit qu'un certain nombre de consultants suivent de très près la recherche en management et contribuent à l'utiliser et à la valoriser. Et il arrive que des dirigeants le fassent aussi. Alors, ils le font bien ou ils le font pas bien. Il y a une anecdote citée par Peter Drucker dans un de ses livres où il met en scène des collaborateurs qui voient revenir leur patron d'un séminaire de consultants ou universitaires et avec une pile de bouquins à la main, et ils se regardent et ils se disent « Ah merde, le vieux a lu un livre ». Bon. Voilà. Mais ça, c'est la caricature. Il y a plein de cas dans lesquels, et c'est documenté par un certain nombre de ces auteurs-là, où la recherche est effectivement utilisée, et heureusement. Alors, Douja Kabesh souhaitait intervenir. Douja, c'est à toi. Oui, écoutez, merci en tout cas pour votre présentation qui est stimulante et donne envie de lire votre livre.
Et voilà, en fait, je me faisais la réflexion sur le fait que vous avez pas mal évoqué d'entreprises à but lucratif dans tous vos exemples. Et du coup, pour moi, votre présentation, elle est un peu, enfin, je sais pas, stressante ou inquiétante par rapport à des gens qui travaillaient sur des associations, des entreprises à but non lucratif, dont on sait qu'il y a un mouvement de professionnalisation qui tire le management, qui introduit le management dans ces organisations. Puis il y a toute la partie sur les social business models et tout ce qui est en train de se passer de ce côté. J'ai entendu également hier apparemment un ouvrage qui est sorti, enfin une émission à la radio sur un ouvrage qui est sorti sur, ça s'appelle Les Infiltrés, qui sont des reporters du Nouvel Obs qui reprochent à la Macronie de trop avoir recours aux consultants et donc à ces termes de agilité, transformation, enfin tout best practice, etc., etc. Enfin, donc dans le monde des décisions publiques, de la décision publique cette fois-ci. Voilà, donc tous ces aspects-là, voilà, qu'est-ce qu'on en, enfin, en gros, voilà, si on était dans une optique à se dire comment on peut faire rentrer ces choses dans cet univers-là, du coup, c'est un rétropédalage ou je sais pas. Enfin bref, voilà, qu'en est-il de ce monde-là? C'est intéressant, merci beaucoup. Alors, l'ouvrage a l'air intéressant. Il y a une étude que j'ai dans ma pile d'articles, je n'ai encore pas rédigé une sorte de synthèse là-dessus. C'est une étude anglaise qui montrait quel est l'impact des consultants dans le système, c'est le système de santé anglais, où ils sont fortement utilisés. Et le résultat de l'étude montrait que plus on utilise de consultants, plus les dépenses s'envolent, toutes les dépenses dans le secteur de santé. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'ils sont censés faire. Je ne parle pas des dépenses sur les consultants, hein, mais ça, c'est un vrai sujet. Moi, à titre personnel, moi, je pense que les dirigeants, ils sont là et ils sont payés pour réfléchir à la stratégie. Ça ne va pas être sous-traité à 100%. Hein. Bon, je vais comme raconter l'histoire. L'autre fois, je parlais à des consultants et je dis, mais qu'est-ce que vous faites actuellement? Il me dit, ouais, on développe la stratégie internationale d'une entreprise. On dit, bah, il faut rentrer dans tel pays, pas dans d'autres, il faut faire ci, il faut faire ça. Je dis, ah bon? C'est vous qui faites ça? Il me dit, ouais, mais écoutez, les dirigeants, ils ont tellement le nez dans le guidon, ils n'ont pas le temps, c'est nous qui faisons ça. Bah, honnêtement, moi, je trouve pas ça normal. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est pas normal, ça. Donc, il y a quand même une question de priorité. Moi, je pense, ce que je montre vraiment dans mes recherches, je suis pas anti-consultant, loin de là. Consultant, regard extérieur, best practices, permet de mettre l'entreprise à niveau. Il y a des choses qu'on ne sait pas en interne, ça, c'est super. Après, pour avoir l'étape supérieure, pour avoir sa singularité, c'est aussi le rôle du dirigeant d'impulser un peu sa vision. Par rapport aux entreprises à but non lucratif, moi je connais un petit peu l'économie sociale et solidaire. Hein. Là j'ai fait quelques séminaires. Il y a un truc qui est toujours intéressant à remarquer. Quand je fais des séminaires comme ça, il y a deux thèmes. Il y a un thème autour de la raison d'être, hein, on appelle ça, et ensuite du management. L'économie sociale et solidaire, ce qui est intéressant par rapport aux autres entreprises, très très fort toujours sur la raison d'être. Hein. Là, il n'y a aucun problème, c'est vraiment limpide. Après, sur le management, parfois il y a peut-être plus de marge de progrès. Hein. Mais je pense que le management, c'est parfois décrié. C'est un outil qui doit être mis au service de l'entreprise, qui doit être humain. Enfin, je ne vais pas dire de banalité, hein, mais c'est souvent dévoyé. Mais ça peut être un vrai outil, en fait. C'est ce qu'on a trouvé de mieux pour faire des choses. Hein. Après, c'est souvent dévoyé par, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, il y a des effets de mode, il y a finalement beaucoup de stress dans les organisations. Donc, on essaie finalement de se couvrir en permanence en utilisant des consultants avec des techniques finalement. Mais c'est un vrai dirigeant, à mon sens, il devrait prendre des décisions, c'est à lui de prendre des décisions après de s'aider, s'il le faut, de consultants aux techniques de management classiques. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais la question était difficile. Merci, oui. C'est sûr que je regarderai le livre parce que, oui, ça, il pose des questions. Questions merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ouvre mon micro, pardon. Juste sur ce point, je pense qu'il faut, peut-être on peut situer le rapport entreprise-consultant dans un cadre un tout petit peu plus large qui est à quel genre de conversation le dirigeant participe et lesquelles il suscite. Et conversation dans plein de sens, hein, conversation avec les situations, comme disait Sean, je crois, conversation avec les autres, et comment se forme finalement la décision. Si je résume par décision tout un tas de choses. Et on voit bien qu'il y a un cas extrême qui était cité du dirigeant qui sous-traite à des partenaires extérieurs un certain nombre de choses qu'il ne devrait pas sous-traiter, parce qu'en réalité, on voit bien qu'il faut qu'il soit dans cette conversation.
Et je crois que c'est Michel Berry, il y a longtemps, qui disait les études qu'on fait faire, ça sert à sous-traiter l'angoisse de toute façon. Hein, un peu comme la carte des alpinistes tout à l'heure, même si ce n'est pas la carte du bon massif montagneux. Et donc, il faut que chacun se demande à quelle conversation il devrait participer, de sorte que finalement, on ait les décisions qui vont bien après, enfin, en tout cas, qu'on ait l'impression d'un minimum de prise de responsabilité. Hein. Et le mot responsabilité, il est évidemment central là-dedans. C'est difficile d'imaginer qu'on se sente responsable de quoi que ce soit si on n'a pas participé aux conversations qui élaborent la stratégie en fin de compte. Hein. Donc, il y a des choses à faire sur stratégie, conversation stratégique, il y a des travaux déjà là-dessus, mais ça suppose, je finirai juste par là pour ne pas être trop long, avec quelques collègues, on commence à se dire que les mouvements sur Strategy as Practice ou la fabrique de la stratégie, c'est très intéressant. Il manque juste, dans ces travaux-là, le fait d'aller un peu au cœur du raisonnement de conception, c'est-à-dire finalement comment raisonnent les gens qui élaborent les décisions stratégiques. Voilà, Rémi Montargès voulait intervenir à nouveau. Rémi. Oui, j'avais une question concernant la portée de vos recherches sur cette façon-là, et notamment de votre livre. Il y avait le parallèle au tout début qui avait été fait avec Mintzberg, manager Not MBA, qui avait apporté plein de nouveaux éléments sur la façon d'éduquer au management, etc. Mais qui, au-delà de toutes les idées qui étaient apportées, aujourd'hui, j'ai pas le sentiment que ça a été forcément mis en place de la façon dont c'était suggéré. Et du coup, se pose alors la question de comment ces nouvelles recherches et ce que vous mettez un peu au devant de la scène est approprié et appliqué dans les entreprises. Est-ce que c'est fait ou est-ce qu'il y a encore des injonctions qui empêchent en fait ces choses d'évoluer et pourquoi? Ça, c'est une vraie question. Je ne peux pas avoir de réponse complète, mais par exemple, à l'open innovation, vous voyez le truc avec la NASA là, dont j'avais parlé, honnêtement, j'ai parlé de ça, je ne sais pas combien d'entreprises sur les dernières années, mais les entreprises sont finalement assez frileuses par rapport à tout ce truc d'open innovation, alors que c'est hyper efficace. Alors, elles vont le faire, mais pas de manière... ou alors les gens, parfois, les gens ont du mal à y croire. Alors, pourquoi ce que j'ai remarqué quand même, parce que je commence à vieillir maintenant, j'ai remarqué que les choses finissent par infuser, mais il faut du temps. Il y a des trucs dont il nous faut en tant qu'enseignant-chercheur, il faut quasiment 10 ans, j'ai l'impression, entre le moment où on se met à parler d'un truc et le moment où finalement ça commence à rentrer dans les entreprises. Mais finalement, ça se fait, c'est très long, mais ça se fait. Ça, je le vois avec le recul. Donc, sans doute, l'open innovation, dans 5 ans, pratiquement tout le monde en fera. Donc, je pense qu'il faut pas sous-estimer effectivement l'inertie de certaines entreprises pour évoluer, mais elles évoluent. Mais ce qu'il faut dire, effectivement, elles évoluent peut-être souvent plus sous l'effet de ce que vont faire les consultants que le chercheur. Parce que moi, ce que j'apprécie, j'admire beaucoup, alors moi je ne suis pas anti-consultant du tout, hein, moi je connais vraiment bien ce métier, hein, je connais plein de consultants. La force des consultants par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure, c'est cette capacité à identifier ce qui intéresse les entreprises. Alors que nous, chercheurs, on a plutôt cette approche, alors bon, qui est bonne ou mauvaise, on va plutôt travailler en priorité, enfin, c'est ce que je ferai en tout cas, sur les sujets qui nous intéressent, nous, vous voyez ce que je veux dire? Alors que le consultant, lui, n'a pas d'état d'âme. Là, il faut que j'investisse sur le métaverse. Voilà, pendant 6 mois, ils vont faire que du métaverse. Hein. Alors que nous, on va vouloir travailler sur, je ne sais pas, quel est l'impact sur les entreprises du fait de raisonner en termes de moyenne plutôt que de valeur extrême. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse, par exemple, mais c'est vrai que je ne vais pas aller faire du conseil dans une entreprise avec ça dans les 6 mois qui viennent. Si je fais un truc sur le métaverse, il y a plus de chances que ça marche. Donc la vraie force des consultants, identifier, et même ce qu'on appelle des gourous en management, souvent ce qu'ils proposent, c'est pas super intéressant. En revanche, il y a une capacité à mettre le doigt sur un sujet qui est dans l'air du temps et qui intéresse les gens, qui est assez fascinant. Et donc, l'idéal, ça serait, si vous voulez vraiment l'idéal, ça serait d'identifier un sujet qui est vraiment au cœur des préoccupations des gens et de le traiter non pas comme un gourou ou un consultant, mais comme un chercheur. Alors, si on réussit à faire ça, là vous êtes vraiment au top. Ça, c'est sans doute le Graal du chercheur engagé
ou en prise avec l'entreprise. Mais c'est très rare, hein. Ça existe, mais c'est super rare. Albert, on t'entend pas là, tu es muté. Merci. Oui, une remarque en complément, une question aussi par rapport à cet échange-là avec Rémi. Tu dis qu'il faut 10 ans, finalement, au bout de 10 ans, enfin, Ouais. mais on avait constaté, nous, à un moment donné, je ne sais plus quelle recherche on avait menée à propos d'un stand d'innovation de management, mais entre le moment où ça sort sur Google Trends, on va dire, et le moment où ça sort sur EBSCO et les bases de données académiques, il pouvait y avoir 3, 4, 5 ans. D'accord. Dans l'autre sens, du coup, par rapport à ce que tu dis. Et c'est Peter Drucker qui disait, et je ne suis pas d'accord avec lui pour le coup là-dessus, il disait il faut qu'une pratique soit à maturité pour que les chercheurs académiques puissent avoir un apport, parce que là, ils vont pouvoir étudier, calculer des corrélations, etc. Ouais, okay. Oui, oui, mais par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, moi, j'aime bien imaginer que le téléphone sonne sur ton bureau de chercheur, c'est Frédéric Taylor qui appelle et qui dit, écoute, on est en train de faire un truc peut-être un peu dingo, là, à la Bethlehem Steel Company. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais tu devrais venir faire un tour parce que peut-être qu'on est en train de faire la révolution. On ne va pas lui dire non parce que son truc n'existe que là et encore, on ne sait pas encore sous quelle forme. On va y aller et puis on va être dans le creuset de la forge du truc qui va changer une partie du monde. Et puis voilà. Hein, donc, ça rejoint la question sur la place du chercheur académique dans tout ça. Évidemment. Et ça, c'est vraiment la panacée, effectivement, être vraiment au cœur du développement. Mais souvent, effectivement, le chercheur, je suis assez d'accord, va se contenter, enfin, ce qui est déjà super, hein, de repérer une pratique un peu à la marge, hein, qui est encore peu répandue, et essayer de théoriser tout ça, de le développer, ce qui est déjà pas mal. Hein. Oui. Ça, c'est déjà Après, l'objectif. ta démarche est salutaire dans la mesure où c'est des discussions qu'on a eues aussi avec Albéric Tellier, par exemple, c'est une façon de revenir sur le passé. Dans la démarche d'Albéric, il y a presque un côté cold case où il va dire à Kodak, on a dit qu'ils avaient loupé le virage du numérique. Oui, peut-être, mais ça ne s'est peut-être pas passé tout à fait comme on dit. Je vois très bien, c'est intéressant comme recherche. Je vois très bien. Regarder, tu vois, ou sur une autre façon, c'est ce que tu parlais de Christensen tout à l'heure. On dit qu'en fait, quand il a élaboré le modèle de la disruption, son copain patron d'Intel lui avait dit, tiens, j'ai besoin d'aide, et il lui a dit, bah, je ne vais pas t'aider directement, je vais te faire une petite théorie, et puis il fait de la disruption. Enfin, c'est comme ça qu'on raconte l'histoire, en tout cas. Oui, je vois très bien. Oui. Finalement, un chercheur, si quelque part, toi, quand tu dis on va raisonner aux extrêmes et pas seulement en moyenne, il faudrait l'habiller un peu si on était consultant à vouloir vendre ça, mais il y a un côté quand même, il y a une théorie derrière. Tu vois, il y a une démarche un peu différente, très simple, qui consiste à dire les gars, c'est pas les moyennes qu'il faut regarder, c'est les extrêmes, et c'est diffusable ça comme idée. C'est diffusable. La recherche, puisque j'ai parlé aussi de mes propres recherches, dans ce cas-là, la plus récente que j'avais fait, c'était sur les hôtels. Hein. J'avais fait avec des collègues américains, on avait récupéré 1,5 million de bookings, enfin bookings, je ne vais pas donner le nom de l'entreprise, je n'ai pas le droit, 1,5 million de réservations, on va dire. Et l'idée, c'était l'article, est-ce que les hôtels qui sont affiliés, qui ont une marque, ils ont les meilleures évaluations sur le booking, hein, que les autres. Et ce que j'avais montré, pareil, c'était la même logique, c'était que en moyenne, ce qui est assez évident, les notes sont plus élevées pour les hôtels qui sont affiliés à une chaîne. En revanche, il y a beaucoup plus de variance dans les hôtels indépendants. Donc là, il y a les meilleurs et les pires. Donc c'est pas révolutionnaire comme argument, mais c'est vrai que personne, enfin là j'ai eu un coup de bol, personne, en tout cas dans ce type de revue, avait distingué la performance donc en moyenne et en extrême. Et dans l'innovation, c'est crucial, hein, ça c'est évident en plus. Alors, Angelica Kishian a une question. Angelica, c'est à vous. Oui, bonjour et merci beaucoup. Pour revenir sur la question de Rémi sur l'appropriation en fait par le terrain de nos travaux, alors moi j'ai des intuitions et je voudrais votre avis. La première, c'est que très clairement, j'ai travaillé beaucoup dans le domaine par exemple de la grande distribution et dans ces domaines-là. J'ai toujours soupçonné que sur le plan stratégique, sur le plan des décisions stratégiques, on fait de la R&D, etc. en gestion, et que oui, effectivement,
Ces entreprises-là, les multinationales, faisaient appel au monde académique et se servaient de nos travaux, mais que finalement communiquaient très très peu sur le fait qu'elles le faisaient. D'une part parce qu'il y a une sorte de secret de fabrication et voilà, c'est un avantage concurrentiel, c'est un avantage stratégique et on ne va certainement pas donner la recette de notre succès. Ça, c'est ma première intuition sur ce plan-là. Et la seconde, elle est un peu, comment dire, elle est peut-être pas forcément politiquement correcte. Elle est que par rapport aux équipes opérationnelles, aux équipes terrain, par rapport aux collaborateurs, il y a toujours un peu cette opposition business versus académique. Sous-entendu, les académiques sont des gens qui pensent, les businessmen, j'aime pas dire ça, et women sont des gens qui font. Et que quelque part, se fier aux travaux des gens qui pensent, c'est comment dire, une forme d'aveu d'ignorance pour le businessman ou le businesswoman et pour le COMEX, qui normalement sont supposés justement être les meilleurs et donner en tout cas l'image auprès des collaborateurs, la confiance auprès des clients, auprès des parties prenantes, que ils ont les meilleures recettes. Donc s'appuyer sur des gens qui, entre guillemets, dans leur image, dans l'imaginaire collectif, ne font que penser. Voilà, donc je pense que j'en suis persuadée et j'ai eu des confirmations, par exemple, chez Procter & Gamble ou beaucoup dans le groupe Mullier, par exemple, qui est très, très secret dans sa gouvernance, que oui, régulièrement, ils font appel au monde académique, mais de manière extrêmement discrète, pour voilà, peut-être ces raisons-là. Et je voudrais votre avis sur la question. Écoutez, c'est possible, ça je confirme, parce que j'avais effectivement travaillé avec un grand groupe de distribution. D'ailleurs, il avait acheté une caisse de livres pour tout son comité de direction, d'ailleurs de ce livre-là. Donc effectivement, j'en fais rarement à ce niveau-là, mais c'est parce que je connaissais, c'est vraiment le PDG je ne donne pas le nom, d'un gros groupe de distribution. Et effectivement, si vous voulez tout savoir, effectivement, j'avais fait cette présentation, c'est pas ce que j'ai présenté là, mais autour plutôt de la stratégie et du livre. Et oui, et j'étais surpris parce que ça m'intéresse pour mon job actuel. La plupart des membres du comité de direction de ce type de boîte, ils font des formations, je sais pas, à l'INSEAD, voire aux États-Unis et tout. Donc, ils ont recours à ça. Là, vous avez raison, effectivement. Alors, est-ce qu'ils communiquent peu dessus? Ça, c'est possible. Mais je confirme, moi, j'étais surpris par. Après, j'ai discuté avec un dirigeait le réseau d'hypermarchés, l'autre, il y a des tas de branches là-dedans, et il me dit, ouais, j'ai fait une formation à tel et tel, avec tel prof et tout. Je dis, ah bon? Donc, j'étais plutôt surpris. Moi, j'étais vraiment un poids léger là par rapport à tous les séminaires qu'ils avaient eus. C'était plutôt très international et tout. Donc, c'est possible. Moi, je pense que. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aux États-Unis déjà, faire appel comme ça à un académique pour des conférences, des animations de codir et tout, c'est extrêmement répandu. En France, moi, je ne connais pas assez. Ça se fait moins, mais ça se fait. Mais je pense que c'est moins répandu qu'aux États-Unis où quelqu'un qui sort une sorte de best-seller du management, il fait la tournée de toutes les entreprises où le comité de direction veut l'entendre. Donc je pense que ça se fait effectivement quand même. Et après, c'est des questions, il faut être dans les bons réseaux. Ça, c'est plus prosaïque. Il faut être dans les bons réseaux. Et après, est-ce qu'il communique là-dessus? Effectivement, sans doute assez peu. Donc le bon dirigeant, enfin en tout cas celui que je connais là, je pense que c'est un bon dirigeant là, de cette grosse boîte de distribution, il se targue. Et c'est assez rare quand même. Il aime les livres, même de management. Il lit des tas de trucs. J'ai lu Clayton Christensen, mais c'est un des seuls que j'ai vu comme ça. Donc ça existe effectivement quand même. Et je pense que c'est plutôt un atout, parce que lui m'a dit un truc, je me souviens très bien, qui m'avait assez renversé, parce que je l'entends assez peu de dirigeants. Alors, je vais essayer de dire ça sans que ça révèle trop le nom des entreprises. Il dit, ouais, moi actuellement c'est quand même assez confortable, ça va tellement mal que j'ai la possibilité d'innover quand même assez fortement. Et ça, je trouvais ça assez sympa, et tous les dirigeants n'auraient pas dit ça. Donc il avait cette approche un peu, il arrivait à vendre à ses actionnaire qu'on peut innover, parce que finalement, c'est quand même pas la joie actuellement dans ce secteur. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais la réponse, c'est qu'effectivement, il y a quand même des dirigeants qui font appel à des chercheurs, je pense. C'est plus dans la culture anglo-saxonne, je dirais, que française. Pourquoi? Je ne sais pas si vous avez vu la différence entre les anglo-saxons et les Français. Vous allez dans une librairie américaine ou anglaise, vous avez un énorme rayon management, un tout petit rayon économie. Vous allez en France, vous avez des trucs, l'économie, là,
des gens qui parlent de l'entreprise en connaissant parfois pas en détail, ils ont un tout petit rayon management avec des trucs genre faites fortune en 30 jours. Quoi. Donc ça, c'est un peu ce qui nous... On souffre beaucoup de ça, je trouve, dans notre profession. Hein. Mais bon, peut-être ça évoluera avec le temps. Merci. Hop, il faut que je rebranche mon micro, pardon. En attendant qu'il y ait peut-être une question suivante, et puis il est 10h15, donc on a encore un peu de temps, et en même temps, en Teams, c'est pas aussi facile de passer 2 heures ensemble qu'en vrai. Mais je voudrais revenir un instant, tu citais Freakonomics, et dans Freakonomics, il y a un chapitre que j'adore et que je cite tout le temps, je crois que c'est dans ce livre-là, l'histoire de l'école maternelle aux États-Unis qui en avait marre que les parents arrivent en retard chercher leurs mots, mais qui avait mis une taxe à $3 du quart d'heure de retard. Et le résultat, comme c'était une banlieue un peu chic, c'est que les parents arrivaient quand même en retard, typiquement 3/4 d'heure de retard, tiens, voilà vos $9, je reprends mon mot. Et en fait, ils avaient fait une double erreur, les gens de l'école maternelle. Un, c'était pas assez cher, $3 du quart d'heure. Et deux, ils avaient transformé une valeur en incitation. Et ça, c'est quelque chose que j'ai un peu du mal à discuter avec certains collègues ou certains managers. Et la question que j'ai, c'est, tu vois que on pourrait avoir la démarche que tu as eue aujourd'hui et trouver peut-être des articles qui existent ou monter une recherche qui montre chiffre à la pluie que c'est pas bon de faire ça. Et l'exemple de Freakonomics est aussi du même registre que certains des exemples que tu as pris, au fond, pour frapper les esprits et dénoncer une fausse évidence. Mais y compris dans notre monde académique, où on a aussi quelques machines de gestion, comme les classements, par exemple, etc., qui sont hyper difficiles à démonter. Et y compris, j'ai des collègues, moi, en sciences de gestion, pas seulement des collègues économistes, qui sont aussi sur ce registre. Les incitations, c'est plus efficace que quoi? Que des doctrines. Alors, et ma bagarre à moi, c'est de dire que en bon management, on partage des doctrines. Et que si on arrivait à partager ces doctrines de façon suffisamment large et efficace, on aurait moins besoin d'orienter les comportements par des incitations. Et la mode des nudges et leur performance aussi montre assez que ce registre peut être séduisant et efficace. Donc je voulais avoir ton avis en tant que chercheur en management, peut-être sur ce débat incitation versus doctrine. Parce que dans l'histoire, le balancier aurait tendance à pencher sur des systèmes incitatifs, des procédures, des choses comme ça, comme étant moins chargés d'idéologie, alors que des doctrines de management seraient vécues comme une espèce d'idéologie. Voilà, les gens me disent, mais finalement, le management par objectif, c'est des procédures un peu d'essence bureaucratique quand même, et du coup, c'est pas très idéologique, alors qu'en fait, il faut insuffler beaucoup d'énergie pour continuer à utiliser toutes ces techniques-là. Voilà, je ne sais pas si tu as un avis, toi, sur cette histoire de débat, doctrine versus incitation. C'est une vaste question. J'ai des éléments même dans ce livre-là ou dans le précédent sur les incitations. Hein. Une des recherches les plus marquantes, tu connais peut-être, c'est une recherche qui a été menée sur des rats. Des rats, en fait, en mettant plus on met des incitations, plus au bout d'un certain temps, ça fait craquer. C'est l'effet York-Dodson, si je ne dis pas de bêtises. Ça fait craquer les gens. Et ça a été... L'idée, c'était des rats, ils devaient sortir d'un labyrinthe et ils recevaient des chocs électriques plus ou moins forts en fonction du succès. Et après, ça a été répliqué sur des humains. On avait le même principe. Et ça, je l'ai observé dans ma titre personnelle là, en tant que manager là, actuellement. Si on met des incitations financières très fortes à certaines personnes, ça crée des comportements absolument incroyables. Soit ils craquent, soit ils pètent totalement les plombs. Hein. Donc, moi, je pense que... Je ne l'ai pas dit ici parce que c'était assez classique finalement. L'incitation financière pure et dure, ça a vraiment beaucoup de limites. Hein. Donc, c'est ce que je vois bien dans l'étude là, de Kahneman là, que tu citais. Je crois que oh non, ce n'était pas lui, c'était des chercheurs israéliens qui étaient cités dans Freakonomics. Je crois que ce n'est pas Kahneman, je crois. Très décrit actuellement les incitations financières. Je pense que c'est vrai. Moi, ce que je donne généralement quand je parle en entreprise de ce type de sujet, je dis qu'il faut qu'il y ait... Le problème qu'il peut y avoir, c'est quand les salaires sont trop bas dans une entreprise. Tu vois. Donc, ça obnubile, ça focalise les attentions. Mais après, ce n'est pas les incitations financières qui vont permettre de vraiment réaliser des grandes choses. Hein. C'est plutôt comme tu le dis dans la doctrine. Mais en revanche, si l'argent est trop présent dans l'esprit des gens parce que
on va dire, les salaires sont trop faibles, là, tu ne peux plus rien faire, quoi. Donc, ce qu'il faut, c'est effectivement un niveau de rémunération qui soit suffisant pour que ça soit plus un sujet majeur. Et après, ce qui va faire la différence, c'est plutôt cette approche, comme tu dis, doctrine, incitation financière. C'est décrié. Et après, il y a un autre point, mais peut-être c'est moins théorique, ça. C'est-à-dire que souvent, c'est une manière pour un manager ou pour un dirigeant de s'extraire de la réflexion stratégique, tu vois. Tu dis, ben, je donne des incitations financières, tu fais ce que tu veux pour y arriver, et donc tu te débrouilles. Alors que le rôle d'un dirigeant, c'est plutôt de donner le cap, pas simplement de dire, bah, si vous atteignez tel objectif financier, vous serez payé tant et tant. Ça, moi, j'y crois pas du tout, mais ça reste quand même très répandu dans les entreprises. C'est une manière de se défausser, si tu veux. C'est ça. Alors, pour terminer, peut-être, Agathe Frichier avait une question. Agathe, c'est à vous. Oui, bonjour. Désolée, j'essaye de mettre la caméra, je suis sur mon téléphone, ça a marché. Merci. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour la présentation. Moi, je ne fais pas partie du domaine universitaire, je suis salariée. Et en fait, pour voilà, donner peut-être une réponse en tout cas discuter avec tous ces sujets-là, peut-être que les membres du CODIR utilisent ou n'utilisent pas les ressources universitaires, pas tous, enfin, en tout cas peut-être que c'est pas dit. Mais moi, personnellement, je ne fais pas partie d'un CODIR et je trouve beaucoup de réconfort à lire ce qui se dit dans le monde universitaire sur des sujets de management parce qu'en fait, ouais, quand on n'a pas forcément de pouvoir d'action ou de levier, voilà, pour faire avancer les choses, tout ça, c'est intéressant de lire en tout cas ce qui se dit sur ce qui pourrait se faire. Ce que j'observe, en tout cas dans ce que vous dites, je suis en plein dedans. Il y a plein de sujets sur lesquels je suis en plein dedans actuellement. Mais notamment le côté, oui, avant il y avait, je crois que c'était Dominique Lafont qui l'a dit un petit peu plus tôt dans la conversation, qu'il y avait une injonction à l'inertie et maintenant c'est l'agilité. Moi, ce que j'observe beaucoup, c'est qu'il y a même une injonction à l'agilité qui est assez drôle, quoi. C'est assez désespérant parce qu'on a l'impression qu'on n'en sort jamais de ces trucs-là d'injonction. Et aussi, voilà, c'est une observation, c'est un peu pour peut-être vous faire réagir ou vous faire répondre. J'ai l'impression aussi que moi, je travaille dans une grande société et qu'en fait, ce qui obnubile peut-être, c'est pas les salaires ni l'argent, c'est le côté politique de toutes ces décisions-là. Et notamment sur le digital, voilà, vous avez fait une étude en montrant la performance du digital. Voilà, c'est assez criant et c'est un peu pour dire peut-être que le frein, bon après c'est avec des pincettes, je suis pas du tout dans ces sujets-là, mais peut-être le frein a vraiment exploité ce qui se fait et la science de gestion en tant que telle dans le monde, dans le monde professionnel, c'est ce frein professionnel, de la politique en fait en interne et de la, voilà, le digital, ça fait beau, faut en faire et même si ça n'a peut-être parfois pas de sens, c'est pas grave. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais voilà, c'était le côté politique sur lequel je voulais vous faire réagir. Merci, c'est vraiment intéressant. Et moi, je pense que vous avez raison de lire des choses de management parce que, contrairement à ce qu'on peut croire, pas beaucoup de gens le font en entreprise. Hein. Et moi, je suis persuadé que ça donne un avantage. Même, vous voyez, plus de hauteur de vue, et à terme, ça paye. Hein. Donc, si vous le faites, ça peut vraiment faire l'avantage. Après, c'est vrai que, bon, on va pas peut-être rentrer trop sur ce sujet, mais c'est pour ça que j'ai pris le dernier exemple, comment être promu dans son entreprise. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est effectivement, c'est ce qui tue, mais c'est assez évident. Beaucoup d'entreprises, c'est cet aspect, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas de corrélation forcément entre l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt du haut management, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? L'intérêt du haut management, c'est de faire avancer sa carrière. L'intérêt de l'entreprise est différent. Il peut y avoir une déconnexion très forte. Et quand il y a une connexion, là, c'est super. Là, ça marche. Mais ça, on retrouve souvent plus, dans des entreprises peut-être non cotées, vous voyez, avec des entrepreneurs et tout. Mais dans la grosse entreprise, la déconnexion entre l'horizon temporel qu'a le dirigeant. Vous voyez, lui, il faut qu'il ait du résultat tout de suite. Et ce qui va avoir du résultat pour l'entreprise, ça met des années, quoi. Ça crée une vraie tension et c'est un vrai problème. C'est une question d'aliment, d'incitation, en fait. Ouais. Mais il y a beaucoup, raison, parfois,
il y a beaucoup de, on est parfois très moutonnier aussi, on suit comme ça des effets de mode pour avoir l'air dans l'air du temps. Moi, ce qui m'a frappé, peut-être, j'ai fait des entretiens là assez récemment avec des hauts dirigeants là, vraiment qui étaient bons pour le coup. Eux, leur peur, c'est d'être totalement dépassés, vous voyez. Donc eux, ils ont peur. Donc il y a ce sort de stress. Eux, ils ont ce truc maintenant, je sais pas pourquoi, là, le métaverse. Je sais pas pourquoi et tout avec le métaverse. Là. Et donc eux, ils veulent à tout prix. Oui, il faut parler nous de métaverse, sinon on va être. Et ben non, vous allez voir, tout le monde va parler du métaverse pendant je sais pas combien de mois, par peur finalement de prendre du retard. Et après, on va peut-être passer à autre chose. Mais in fine, on fait pas avancer on fait pas avancer là, le schmilblick, comme on dirait. Donc c'est bon, mais c'est humain. Tout ça, c'est humain. Et donc c'est pas évident. Mais le fait de lire et d'avoir moi, je reste persuadé d'avoir des connaissances que les autres n'ont pas, ça vous donne un vrai atout. Et à un moment ou à un autre, ça fera la différence. Ça, je suis persuadé. Hein. Ça, je peux vous garantir. Merci. En tout cas, bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Albéric Tellier avait une question ou une remarque ou un commentaire, Albéric. Oui, je mets mon image, c'est plus sympa, même si mon réseau est un peu instable. J'avais pas de questions parce que je connais bien l'ouvrage de Jérôme. On a déjà eu l'occasion d'échanger. Donc, je voulais, le remercier. D'abord parce que Jérôme nous montre qu'il y a des idées reçues en management, mais il montre aussi que la recherche, voilà, elle permet aussi de les contester. Alors, le souci, c'est que la recherche, les résultats de la recherche ne sont pas assez connus, diffusés. Et c'est vrai que c'est une bataille dans laquelle a engagé Jérôme depuis longtemps. Je dois dire d'ailleurs que le bouquin d'avant, Libérer la compétitivité, était aussi très bon et était déjà un petit peu dans cet objectif. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, ce que fait très bien Jérôme, c'est que voilà, il fait ce travail de. Alors, vulgarisation, c'est pas super, hein. Mais c'est un gros travail. Moi, j'aime beaucoup cette phrase de Valérie qui disait: ce qui est compliqué est inutilisable, ce qui est simple est faux. Et donc, il faut trouver un juste milieu. Et ça, Jérôme le fait très bien. Ça pose quand même un problème, je trouve, pour les universitaires, c'est qu'on sait bien que ce travail-là, qui est très chronophage, compliqué, qui nécessite de se plonger dans un nombre énorme de travaux de recherche, d'être capable de faire le tri entre la recherche, pour trouver la recherche à la fois rigoureuse et pertinente. Ce travail, il prend un temps fou. Il est vraiment créateur de valeur et on sait qu'il est assez peu valorisé, malheureusement, dans les parcours. Peut-être que ça change un petit peu, mais voilà, je voulais le remercier à la fois pour cette intervention d'aujourd'hui, mais plus globalement pour tout ce qu'il fait depuis pas mal d'années. C'est gentil, Albéric, merci beaucoup. En fait, si tu as apprécié le premier bouquin, j'ai un bouquin qui sort là en anglais cette fois-ci où je vais essayer de prendre vraiment le meilleur des deux. Ça s'appelle The Myth of Strategy. Donc c'est plus focalisé sur la stratégie. Bon, on va voir ce que ça donne sur un marché anglo-saxon. Il y a plus de potentiel, mais bon, on va voir si ça a du succès. Enfin. Merci beaucoup. Je ne sais pas si, Angélica, vous avez juste oublié d'enlever votre main levée ou si vous aviez encore une dernière question. Non, on va dire que non. Oui, j'avais oublié d'enlever. Toutes mes excuses. Parfait. Il y a quand même pas mal de monde qui est dans cette démarche-là d'une façon ou d'une autre. Hein. On pourrait faire des liens, je l'ai fait, entre ta façon, Albéric, de réouvrir des dossiers soi-disant clos, ce que Jérôme nous a présenté. Certaines réactions qu'on a eues de visiteurs du musée du management vont dans ce sens aussi. Voilà, donc il y a une vigilance nationale et internationale. Il y a quand même régulièrement des travaux qui reviennent sur des cas très classiques, y compris les expériences Hawthorne ou Taylor ou autres. Donc on a quand même eu dans les labos et entre les labos, voilà, on est quand même pas mal de monde à être dans ces démarches-là, même si pas mal de monde, c'est loin d'être la totalité. Mais il y a une vigilance contre les excès d'un côté et de l'autre. Hein, et donc, moi, ce genre de séance-là m'encourage à continuer. Le fait que dans les gens qui ont assisté aujourd'hui à un séminaire qui est quand même organisé par un établissement d'enseignement supérieur, il y ait des salariés, des consultants, des gens de très variés, y compris parmi les chercheurs, voilà, ça nous incite à continuer dans cette voie parce qu'on tient un peu tous les bouts de la corde et c'est ça qui est formidable. Voilà, donc merci infiniment, Jérôme. Merci pour l'invitation, Albert. Merci. D'avoir accepté notre invitation.